Volontiers, merci beaucoup de votre accueil. Merci à Vincent pour cette invitation. Voilà, ce que j'ai proposé d'évoquer aujourd'hui avec vous dans cette question des pratiques de parole, qui me semble en effet une question absolument essentielle, qu'on risque de banaliser très fortement, parce que voilà, sous prétexte qu'on parle, on aurait forcément une fonction clinique ou thérapeutique. C'est loin d'être le cas. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ce que la pratique de la psychothérapie auprès des personnes âgées, à la fois en libéral et en institution de soins, avec des patients parfois vraiment extrêmement malades, et en libéral avec des personnes potentiellement, voilà, allant mieux, mais traversant quand même la vieillesse avec épreuve et parfois douleur. Comment est-ce que la question de la distance, l'écart qu'on essaie de maintenir et la position qu'elle implique conjointement avec les personnes, à notre présence à eux, me semble particulièrement mise au travail par la clinique gériatrique. Je vais vous déployer ça un peu, mais enfin un peu beaucoup dans l'heure que j'ai. Ce qui est extraordinaire, je vous remercie de donner du temps au déploiement d'une pensée, parce que c'est rare. Dans les congrès, la plupart du temps, on nous donne un quart d'heure, 20 minutes. Là, parler pendant une heure, puis avoir un temps d'échange avec vous après, c'est quand même du luxe. Mais voilà, ce qui m'intéressait beaucoup, vous voyez, c'est comment est-ce que dans la présence au patient, dans ce que ça agite en nous, que d'être en présence d'une personne dont l'état de santé physique et psychique nous dit quelque chose de ce qui peut-être nous attend plus tard, et comment est-ce que nous sommes mis au travail dans notre propre vécu, de notre propre vieillissement. Eh bien, comment est-ce qu'on peut avoir affaire à des modalités de présence qui peuvent s'avérer défensivement très à distance, avec des revendications parfois très performatives du côté du patient, qu'on va stimuler pour s'assurer qu'il est encore comme il était avant et qu'on va pouvoir mobiliser toutes les ressources qu'il a encore, ce qui est vraiment louable et à réfléchir. Et puis, parfois, au contraire, des approches hyper affectueuses où l'émotion est pleinement mobilisée avec des patients qui seraient des petites choses fragiles et qu'il faudrait absolument entourer de notre affection. Et autant, je pense que ça peut être très précieux dans la diversité d'une équipe de soins que d'avoir des personnes dont la fonction clinique peut être de s'autoriser cette présence proximale-là, autant pour ce qui est de ma pratique, et donc je parle d'où je travaille, hein, eh bien, une certaine distance, une certaine neutralité s'avère tout à fait importante, parce que je pense qu'il y a quelque chose que la psychanalyse nous a particulièrement enseigné, c'est que la séduction, ça peut être très agréable, mais ça peut être très dangereux. Et que les positions cliniques très chaleureuses et très proximales que nous pouvons avoir envers quelqu'un qui est en position de vulnérabilité, ça peut, comme ça, de prime abord, sur un plan manifeste, s'avérer très bienvenu, tellement les gens peuvent se dire rejetés, abandonnés, très seuls, etc. Mais en fait, c'est tout à fait susceptible de raviver des vécus de passivité, voire de passivation, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui sont en fait des sources d'angoisse tout à fait importantes. Donc voilà, c'est un peu ce fil-là que je vais suivre en vous déployant un certain nombre d'idées, et puis voilà, on en discutera volontiers ensuite. Alors là, le problème, c'est que j'ai quelque chose qui cache mon texte. Est-ce que c'est possible de déplacer la barre Bon, en gros, vous dire, hein, en introduction comme ça, que il y a une complexité, une richesse du sujet de la prise en charge thérapeutique et que pour une heure de prise de parole, le risque, évidemment, c'est de basculer dans des généralités. Ce que je ne souhaite pas faire, hein, puisque au contraire, vous êtes ici très sensible à la question de la singularité d'une rencontre clinique. Hein. Ce qui se passe avec une personne ne se passera pas du tout de la même façon avec une autre personne. Mais voilà, je vais tenir des propos dont je ne souhaite pas qu'ils soient entendus comme des généralisations qui seraient de toute façon abusives. Prendre acte, on y reviendra quand même, que vieillir est une période difficile, malgré tout un discours contemporain sur le bien vieillir, réussir son vieillissement, avoir un vieillissement performatif, etc. Il y a quelque chose qui édulcore quand même une difficulté inhérente au fait de vieillir et qu'il y a toute une participation clinique précieuse à avoir, à la fois dans le soin qu'on peut avoir aux personnes, mais aussi dans la prévention et l'écoute avant des périodes de souffrance et de décompensation.
Et on assiste de fait parfois à des risques de banalisation de la psychopathologie du vieillissement. Bah oui, les gens se dépriment. Bah, qui n'est pas déprimé en affrontant la vieillesse, la maladie, la mort, hein. Ou au contraire, la dramatisation, ou sous prétexte, je reviens sur la question dépressive, sous prétexte d'un moment dépressif, hop, prescription d'un antidépresseur, alors que justement, il peut y avoir des moments dépressifs extrêmement précieux, comme là, dans la période du deuil, où bah, s'affronter à quelque chose de douloureux en soi bah, participe d'un travail tout à fait dégageant. Et de fait, la banalisation ou la dramatisation va avoir un impact sur notre capacité d'écoute et sur cette distance que l'on va avoir avec les personnes. Et puis, quelque chose que là aussi, je vous apprends rien, c'est que la demande des personnes âgées n'est pas toujours spontanée. Ça changera sans doute avec l'avènement des nouvelles générations de personnes vieillissantes. Mais encore maintenant, j'entends dire que de la part de personnes âgées aujourd'hui, que voir un psy, c'est sans doute parce qu'on est fou ou qu'on risque d'être catalogué comme tel. Donc la résistance à rencontrer quelqu'un qui se présenterait comme un spécialiste de l'écoute du fonctionnement psychique peut donner lieu à des réserves, et puis que bah, des tiers peuvent aussi parfois nous adresser des patients, et que les patients ne sont pas, eux, justement, forcément demandeurs de prime abord de ce temps de rencontre. Donc il y a tout un temps d'apprivoisement de cette rencontre qui exige de nous, justement, beaucoup de tact dans l'écoute, hein. Je repensais en réfléchissant à ce moment de rencontre avec vous, à une patiente, une de mes toutes premières patientes rencontrées lors de mon premier poste en service de soins de longue durée, une patiente de 92 ans, hospitalisée de façon définitive dans ce service suite à une hémiplégie consécutive à un accident vasculaire cérébral qui était extrêmement en souffrance, que l'équipe soignante m'invite à aller voir, et cette dame, qui est à l'évidence très en souffrance au moment où je rentre dans sa chambre, me dit qu'elle n'a jamais vu un psy de toute sa vie et que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et que ça m'a pris plusieurs mois de venir de temps en temps la revoir, me rappeler à son bon souvenir pour un jour, eh bien, arriver à engager quelque chose qui a été très fructueux et pour elle et pour moi, très formateur pour moi, mais malgré la souffrance évidente de cette dame, elle n'était pas du tout disposée à se laisser faire par un jeune homme de 25 ans à l'époque, à qui elle n'avait rien demandé. Alors, mince, non, elle ne marche plus. Voilà. Alors, prendre acte aussi que les raisons pour lesquelles une personne souffre psychiquement sont complexes et multifactorielles. Alors, quand on a des dizaines d'années derrière soi, on imagine l'intensité des facteurs en jeu. Hein, cette intrication des causalités à la fois sociales, biologiques et psychiques est tout à fait importante à prendre en compte, hein. Ça nous garde justement d'interprétations un peu trop rapides. Et j'étais très sensible de lire dans le texte de Freud, Le malaise dans la culture, hein, qui est un des derniers textes de sa vie, un texte majeur de 1930, combien il mettait en avant l'idée de la vie psychique, qui est l'un des facteurs susceptibles de nous faire souffrir, notre corps, dont il dit à cette occasion qu'il est voué à la déchéance et à la dissolution, le monde extérieur et les relations avec les autres. Et que donc, on n'est jamais épargné. Il n'y a pas un âge où on est épargné de ce genre de facteurs agissant à la fois en nous, hein, des facteurs de réalité interne tout à fait importants à prendre en compte, qu'il nous appartient de discerner, et puis des facteurs de réalité externe, voilà, des événements de vie, l'expérience du veuvage, la solitude, des cadres de vie parfois extrêmement éprouvants, et qui posent de fait cette question des dispositifs thérapeutiques qu'il serait opportun de proposer. Alors voilà, des images volontairement assez anciennes qui montrent, vous voyez, les dos voûtés, le corps abîmé, le corps qui chute et qui voilà, témoigne de cette vulnérabilité des personnes âgées. Et cette petite image trouvée dans une enluminure que m'ont prêté des collègues historiens d'un jeune homme qui montre ses fesses à un vieux monsieur pour lui donner à penser que justement le vieux monsieur est en voie de déchéance et qu'il n'a plus du tout droit de faire ce que le jeune homme peut se permettre de faire avec cette confrontation, vous voyez, intergénérationnelle où il y en a un qui est invité à sortir. Vous partagez aussi ce que Freud confie à certains de ses collègues sur cette vulnérabilité des personnes âgées. Je souligne un peu ça parce que justement, c'est aussi ça qui va engager l'idée que les vieux sont forcément des petites choses fragiles dont il faudrait prendre soin et qu'il ne faudrait que contenir parce qu'il n'y aurait que des angoisses d'abandon qui les saisiraient, alors qu'on va voir qu'il peut tout à fait être animé par d'autres choses. Mais Freud, voilà,
58 ans, écrit Abraham, de manière permanente, je suis patraque et sans envie de travailler. J'espère que vos petits sont maintenant tout à fait remis et que vous-même et votre femme allez aussi bien qu'ici à votre jeunesse et votre bonne entente. J'ai eu 58 ans hier. 58 ans, c'est pas beaucoup. Autant de Freud, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il se passe là quelque chose, voilà, témoigne du temps qui passe. À Binswanger, quelques années après, à la fois parce que Freud est plus âgé, mais aussi parce que son petit-fils, Heine est décédé d'une maladie qu'on n'a pas su guérir à l'époque. Je ne me réjouis plus de la vie. C'est aussi là le secret de l'indifférence. On a appelé ça du courage face à la menace qui pèse sur ma propre vie. Vous êtes assez jeune pour surmonter la perte. Moi, je ne le puis plus. Allô Andrea Salomé, l'ardeur continue vous use ou use ce qui reste de l'ancien moi, et ce n'est pas à 78 ans qu'on en recrée un nouveau. Et enfin, à Hilda Doolittle, une ancienne patiente qui lui offre une fleur, un datura, une belle plante, et Freud lui écrit en lui disant, cette plante fière et doucement parfumée que je n'ai vue qu'une fois fleurir dans un jardin au bord du lac de Garde et dans la vallée du Lugano, me rappelle ces temps bien anciens où j'étais encore assez mobile pour pouvoir rechercher moi-même la lumière du soleil et la beauté de la nature méridionale. Et la phrase suivante est d'importance. Il n'est guère recommandé de donner à un octogénaire quelque chose de beau. Trop de mélancolie se mêle au plaisir. Vous voyez, ça nous montre hein, comment on peut marcher sur des œufs parfois, ou en voulant faire du bien, eh bien, en fait, on attise l'idée qu'on va le perdre tôt ou tard. Et en fait, la douleur s'associe au plaisir qui pourtant était celui du cadeau offert. Mais Freud, voilà, que l'on peut voir vulnérable dans cette correspondance privée, peut aussi s'avérer tout autre, et il écrit notamment à Abraham alors qu'il est en souffrance, hein, si je me trompe et si ce n'est là qu'une phase passagère, je serai le premier à en prendre acte et à glisser à nouveau l'épaule sous le fardeau. Et ça, dans sa correspondance, on le trouve incessamment. Freud, il veut continuer de travailler, il veut continuer de réfléchir, il ne veut pas prendre des antalgiques qui risquent de le confusionner un peu et de l'empêcher de travailler, donc il a beau souffrir des pathologies qu'il a, et ben, il continue de revendiquer, de travailler, et ça nous met sur la piste de la bigarrure du fonctionnement psychique qu'il a défendu tout au long de son œuvre. Nous ne sommes pas un et unique. Nous sommes pétris de composantes psychiques extrêmement diverses qui peuvent être antagonistes et conflictuelles. Et nos patients sont faits aussi de la même matière. Et quand on est sensible à des modalités régressives chez une personne, on peut être quand même à l'écoute de ce qui chez cette personne demeure. Alors, pour vous mettre aussi dans ce bain comme ça des fragilités des personnes âgées, j'ai lu grâce à Marion Perruchon qui il y a quelques années m'avait fait lire un texte d'elle tout à fait intéressant quand je faisais mes études et qu'elle était ma prof, et j'en ai trouvé d'autres depuis, eh bien qu'il y a des grands auteurs qui ont partagé leur expérience de la vieillesse en disant combien est-ce que parfois on a besoin de sécurité, parce que c'est quand même redoutablement violent de vieillir. Rousseau, vous pourrez retrouver ça dans les rêveries du promeneur solitaire, évoque les difficultés que c'est pour lui de vieillir, alors qu'il n'était pas très très vieux pour nous, mais il évoque le souvenir de Nounou qu'il avait quand il était petit, qui lui chantait des comptines, et il se surprend maintenant qu'il est un monsieur âgé, à lui-même se souvenir de ces comptines qu'il avait oubliées, et à les rechanter pour lui. Et à dire combien est-ce que chanter ces comptines lui procure un réconfort que personne ne procure autour de lui. Tolstoï, le grand Tolstoï, éminemment connu de son temps, éminemment gratifié par une communauté de lecteurs qui vraiment reconnaissait son talent, peut écrire un soir à 78 ans que la journée a été rude, qu'il ne sait auprès de qui autour de lui se tourner pour trouver un peu de réconfort, et à ce moment-là, il repense à sa mère, qu'il n'a pas connue parce qu'elle est décédée très tôt quand il était petit, mais dont il s'imagine qu'elle était une femme très aimante. Et le grand Tolstoï, à 78 ans, écrit dans son journal le soir, Maman, prends-moi, cajole-moi, tout cela est fou, mais tout cela est vrai. Mauriac, plus près de nous, à 82 ans, va aussi dans son journal, dans ses nouveaux mémoires intérieurs, dire qu'il pense beaucoup plus à sa mère maintenant qu'avant, et que le vieil homme en secret murmure un appel à l'aide à sa mère. Et plus près de nous encore, Jacqueline de Romilly,
qui a écrit à 97 ans un petit livre de souvenirs et elle raconte comment elle est surprise des souvenirs d'enfance qui lui reviennent maintenant qu'elle est une très vieille dame. Elle se souvient notamment d'un moment de solitude pendant des vacances où elle était avec sa mère et un couple d'amis. Elle est laissée seule tous les soirs à l'hôtel pendant que les adultes veillent. Elle a 12 ans, elle est dans cette chambre d'hôtel. Elle a un peu peur, tout en disant à 12 ans, je ne devrais pas avoir peur qu'il y ait quelqu'un dans le placard ou sous le lit. Et en même temps, elle est inquiète. Et soudainement, elle touche le manteau de fourrure que sa mère a laissé sur son lit pour ne pas qu'elle ait froid. Et là, elle sent le parfum Chalimard qui a imprégné la fourrure du manteau. Et là, elle dit que soudainement, elle trouve un réconfort absolument inouï qui lui permet de s'endormir. Et puis surtout, elle rajoute qu'aujourd'hui encore, cette grande helléniste, femme de l'Académie, qui a aussi été quand même entourée d'une communauté de lecteurs et de collègues qui ont vraiment participé à consolider, si besoin était, son narcissisme, et bien dans la solitude de sa vie personnelle, elle dit que parfois, elle fait reposer son visage sur des coussins que sa mère a brodés et qu'elle trouve là un réconfort que personne d'autre ne peut lui procurer. Vous voyez, ces contrastes internes tout à fait saisissants de grands intellectuels qui ont une vie puissante, qui sont créateurs, qui sont performants à leur façon et qui, dans le secret de leur vie personnelle, ont des besoins régressifs de consolation et de réconfort. Alors Freud, qui a immensément apporté de contributions à la compréhension du fonctionnement psychique, a pourtant émis, dès 1904, la psychanalyse est quand même très jeune encore à cette époque-là, a émis des réserves assez importantes sur l'idée que la psychanalyse pourrait quelque chose aux personnes âgées. Je vais aller très vite. D'une part, il évoque le manque de plasticité des processus psychiques en parlant de viscosité de la libido, qui est pourtant un terme qu'il emploiera aussi pour parler de l'homme au loup, qui a même pas 30 ans quand Freud travaille avec lui. Donc, vous voyez cette idée qu'on pourrait être hyper fixé à des positions de fonctionnement psychique, peu sensible au changement, peu, enfin, en tout cas résistant au changement. Vieillir, c'est quand même une épreuve narcissique importante. Bon, heureusement, il y a eu Abraham qui, dès cette époque-là, a écrit un texte où il dit que l'âge de la névrose compte plus que l'âge du névrosé et que donc, on ne peut pas généraliser l'idée que les processus psychiques des personnes âgées sont forcément peu plastiques et mobilisables. Trop de matériel, ben, parce qu'on rencontre des gens qui ont des dizaines d'années derrière eux. Là aussi, c'est un argument qui est un peu questionnant parce qu'évidemment, il n'est pas question d'un cumul de matériel. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on peut mobiliser à la faveur de la psychothérapie. C'est beaucoup plus la question d'une reconstruction qui peut être à l'œuvre et la capacité que l'on va essayer de discerner du patient à traiter les contenus psychiques, à la fois ce qui lui arrive aujourd'hui, mais j'y reviendrai dans l'après-coup de la remobilisation de problématiques infantiles. Et puis la question du manque de temps, bah évidemment, quand on commence une psychothérapie chez quelqu'un qui a plus de 85 ans, on se dit potentiellement qu'on n'a pas forcément, assurément, beaucoup de temps devant nous. Bon, ok. Sauf que le déploiement des processus psychiques, même si ça exige un peu de temps parfois et que ça s'affronte à des résistances, c'est pas toujours une question de temps et de temps long qui s'impose qu'on n'est jamais à l'abri, même avec des patients jeunes, de ruptures de confiance, de réactions thérapeutiques négatives et de transferts négatifs qui font que le patient, de toute façon, arrête sa psychothérapie, quel que soit son âge. Et puis, il y a des facteurs externes qui arrivent parfois. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec une collègue. Un patient avec qui la psychanalyse n'a pas tout à fait bien démarré et qui se retrouve muté à l'autre bout de la France pour des raisons professionnelles et parce que voilà, il doit déménager eh ben, elle essaie de lui trouver quelqu'un pour poursuivre la psychothérapie ailleurs parce qu'elle ne souhaite pas, et lui non plus, que ça se poursuive en visioconférence comme nous, on peut le faire aujourd'hui. Donc l'état de santé d'un patient, évidemment la survenue de la mort de l'analyste ou du patient, ben, ce sont des choses qui mettent un terme à l'idée qu'on aurait le temps devant nous de façon infinie. Et puis, autre chose, les risques parfois de perspectives défectologiques et inconflictuelles de ce qu'on a comme représentation du vieillissement psychique, hein. J'étais assez frappé, parce que je connais bien Gérard Le Gouès et je l'ai beaucoup lu et je trouvais que c'était quelqu'un de très au fait de la diversité justement des problématiques psychiques liées au vieillissement, mais par de temps en temps, on trouve dans son œuvre des idées un peu généralisantes. Vous voyez, comme quand il écrit «Le sujet vieillissant manque de fonds propres». Sa vie mentale se crispe sur le présent ou sur un passé idéalisé, tellement que l'analyste n'a souvent pas d'autre choix que de travailler la situation actuelle, que de chercher les moyens de la contenir, plutôt que d'interpréter une conflictualité irrecevable à ce moment-là.
d'habituer qu'il était à axer son travail sur l'interprétation de la conflictualité, source principale de la souffrance névrotique du sujet jeune ou moins jeune. Le psychanalyste découvre que la situation vieillissante l'incite d'abord à aider le patient âgé à vivre jusqu'au bout. Alors, je pense que c'est à la fois très juste, mais ça ne peut pas être généralisé. Hein. Et puis surtout, c'est pas incompatible. On peut très bien différencier sans forcément opposer les choses et vivre jusqu'au bout. Ça n'est pas ignorer le conflit psychique qui parfois fait sérieusement souffrir nos patients. Et c'est pas parce qu'on est très âgé qu'on n'a plus de conflit et qu'on est justement une petite chose fragile qu'il faudrait contenir pour l'empêcher de se morceler. Toutes les problématiques psychiques ne sont pas du tout de ce registre-là. Confère une rencontre que j'ai eue il y a quelques années avec un patient âgé de 82 ans qui s'installe sur le fauteuil et qui me dit, je ne suis pas venu pour parler avec vous comme si on était deux vieilles dames. Euh, Intéressant de savoir pourquoi on serait deux vieilles dames et pas deux vieux monsieur, mais voilà. En gros, l'idée, c'était on n'est pas là pour papoter. Un patient qui fait des rêves absolument extraordinaires, très conflictuels, où l'Oedipe est d'une lisibilité très, très, très déplacée, très symbolisée, mais non extrêmement présent, et qui, voilà, depuis quelques années maintenant, s'affrontant à des réalités du quotidien, se plaint tout à fait de ce qu'il appelle la plomberie, c'est-à-dire les problèmes du quotidien, les problèmes pour se déplacer. Hein. Ça fait quelque temps qu'on a nos séances par téléphone parce que ça lui est compliqué de se déplacer jusqu'à mon cabinet. Et ben voilà, ça cohabite dans les séances de psychothérapie, à la fois les affaires de plomberie et puis des modalités conflictuelles qui demeurent extrêmement vivantes. Alors, je vous ai montré tout à l'heure des images de vieilles personnes d'un autre temps, mais qui existent toujours aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui sature nos représentations du vieillissement et qui sans doute participe aussi à notre pensée des cadres thérapeutiques. Ce sont ces figures du bien vieillir, hein, du vieillissement performatif, en fait, du vieillissement où l'on ne vieillit pas. On prendrait chaque année un an de plus, mais sans grand changement. Et donc, vous voyez, c'est symbolique tout à fait saisissante hein, pour qui s'interroge un peu sur le contenu latent de ces images-là, puisque vous avez comme ça des figures de vieux hein, qui font de la musique avec comme ça la guitare érigée. C'est le vieux qui empêche la petite fille de lire sans doute. Hein. Les vieux en habit de Superman et Superwoman. Le salon Happy Plus qui s'est tenu à Lyon en 2005, je crois, je vois pas très bien. Le salon Happy Plus, le salon des plus de 50 ans heureux. Hein, qui donne à penser que si vous n'êtes pas heureux, ce salon n'est pas pour vous. Et puis, ce colloque qui s'est tenu en 2017, hein, c'est pas si vieux que ça, sous l'égide de la Société française de gériatrie et de gérontologie, et qui est quand même titré Peut-on vieillir sans devenir vieux? Hein, qui pose quand même une sacrée question, parce qu'à ce moment-là, le qualificatif vieux, qui se veut là un adjectif, mais dont on entend le substantif, hein, être vieux, ça serait un problème. Et donc, il faudrait vieillir sans devenir vieux. Donc, on y entend aussi, vous voyez, les conséquences en termes de dispositifs thérapeutiques où il faudrait stimuler, ériger les personnes et peut-être pas bien accueillir leurs modalités régressives. Alors, de fait, ça nous confronte à ce qu'est la clinique gériatrique contemporaine. Hein. Bien sûr qu'il y a des crispations narcissiques chez certains patients, mais d'autres sont tout à fait capables d'ouverture oblative et d'attention aux autres. Moi, je suis très frappé par les investissements politiques des personnes âgées aujourd'hui, enfin de certaines personnes âgées aujourd'hui, justement, évitons les généralisations. Vous avez des personnes qui vous parlent comme ça d'expression de leur vie sexuelle discrète et pudique, d'autres au contraire témoignent de satisfaction perverse tout à fait polymorphe. On assiste à des effondrements mélancoliques. Les services de psychiatrie accueillent fortement ces patients-là, ou au contraire, hein, en contre-investissement de la souffrance dépressive, des conduites addictives. Les capacités de renoncement dont font preuve certains patients de façon tout à fait remarquable, alors que d'autres sont encore saisis par des sentiments extrêmement douloureux d'impuissance et la capacité d'être seul, dont on voit vraiment la mobilisation chez certains patients, alors que d'autres sont saisis par des angoisses paranoïdes et abandonniques tout à fait virulentes. Alors j'ai Je besoin de me vous parce que... refais, Ouais, parce que c'est à chaque fois que je bouge. Là, ouais, ça de... Non. ah, ça y est. Donc, parmi les facteurs externes et les problématiques internes auxquelles il importe qu'on soit attentif, il y a évidemment toute la question du corps et de la sexualité, à l'épreuve du temps qui passe. La cognition, parce que évidemment que c'est un des symptômes qui inquiète beaucoup les personnes vieillissantes, pas que les vieux, mais les personnes vieillissantes, avec toute la question des performances et des idéaux de réalisation professionnelle, cognitive, intellectuelle.
le rapport au travail et la mise à la retraite, hein, puisque la richesse de la clinique gérontologique, c'est pas seulement d'être avec des gens très âgés, c'est aussi de voir comment est-ce que les années qui passent peuvent interroger parfois des personnes encore très jeunes. Moi, en consultation gérontologique à l'hôpital où j'ai travaillé il y a quelques années, on recevait parfois des gens de 40 ans seulement, qui se sentaient déjà extrêmement travaillés par un processus de vieillissement. La question des conflictualités conjugales, familiales et générationnelles, ce que j'ai évoqué là autour du bien vieillir, hein, ces normes sociales qui s'imposent à nous et qui nous donnent à entendre qu'il faudrait vieillir jeune, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, la question de la mort, la mienne, celle de l'autre, hein, avec ses avant-coureurs, la solitude, l'isolement, les sentiments d'abandon. Et puis les crispations narcissiques que peuvent avoir certains patients face justement au temps qui passe et aux modifications dont ils sont les sujets, avec parfois quand même des positions sacrificielles de certaines personnes qui se veulent encore se sentir être des gens de valeur, être utiles, compter pour l'autre et qui parfois prennent pas toujours bien soin d'eux pour être au plus près des autres. Et évidemment, un fil rouge majeur de la problématique du vieillissement, la problématique dépressive avec la question du renoncement, de la capacité d'élaborer ce qui est du registre du manque et de la perte. D'où hein, l'importance de prendre acte de ce que nous dit Pierre Charazac, ne pas faire d'une classe d'âge un groupe clinique, parce que par rapport à l'actualité dont témoignent beaucoup de patients, hein, souvent ils arrivent en disant voilà ce qui se passe aujourd'hui, et c'est très important d'en prendre acte, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui est là perdu, hein, c'est pas seulement ce que les patients évoquent d'un point de vue manifeste, qu'est-ce qui est meurtri parfois, et aussi qu'est-ce qui est ravivé comme problématique psychique. Et c'est toute la question qui, pour moi, est passionnante dans la clinique gérontologique, qu'il est aussi dans d'autres cliniques, hein, ça ne concerne pas que le vieillissement, mais c'est comment est-ce qu'on tient acte, on prend acte des facteurs d'actualité qui peuvent être des sources de mal-être, mais aussi des effets d'après-coup qui vont raviver des problématiques de la vie psychique d'antan. Et notamment la question de la mort est une question passionnante, parce que la mort, on la réduirait volontiers à ce qui adviendra un jour et qui ne sera justement plus la vie, alors que ce qui est tout à fait important, Freud le travaille pas mal dans son œuvre, c'est la mort dans la vie. Et ce qui de la mort vient déjà entacher la capacité à prendre soin de soi, le plaisir de vivre. Et j'étais très frappé il y a quelques années en lisant Aden Arabi de Paul Nizan, qu'il a écrit en 1931. Il n'a que 26 ans. Je me dis, mais comment à 26 ans on peut écrire quelque chose comme ça? C'est d'une telle maturité. La mort me dégoûte si elle est moins la négation de tout ce qui va venir qu'une disposition encore humaine, comme la maladie, le froid, la douleur physique. La véritable mort est ce qu'elle est, ce que la vie n'est pas, ce qu'est l'état d'un homme quand il ne pense rien, quand il ne se pense pas, quand il ne pense pas que les autres le pensent. Ça, vous voyez, quand on rencontre, je pense que c'est valable pour tout âge, mais quand on rencontre quelqu'un de vieillissant et qu'on essaie de discerner quelles sont les fragilités qui font que cette personne peut-être ne se pense plus, hein, ne pense rien, voire ne pense même plus qu'on puisse nous la penser. Et là, on voit les attractions identificatoires très fortes, l'envie d'aider, l'envie de contenir, l'envie de faire du bien. C'est évidemment, ce sont des moteurs puissants qui sans doute animent nos vocations professionnelles, hein, que de vouloir être là auprès des autres. Mais évidemment, toute la question, c'est de penser aussi quelle position clinique je vais adopter vis-à-vis des personnes. Et donc, il y a tout ce dispositif que l'on propose aux gens, hein, c'est ce retour sur soi au moyen d'un détour par l'autre, nous en l'occurrence, pour apaiser l'angoisse, apaiser des tensions, parfois amenuiser l'auto-maltraitance de certaines personnes. Nous allons, nous, essayer de miser sur les capacités de souplesse psychique et de robustesse qu'ils ont, et puis peut-être les consolider pour leur permettre de gagner un peu de liberté psychique par rapport à des entraves que parfois ils répètent terriblement. Freud disait que la normalité, c'était aimer et travailler, assurément. Hein, travailler, c'est pas forcément avoir un job, mais c'est aussi pouvoir se séparer, pouvoir prendre soin de soi. Et on est donc très à l'affût de comment est-ce que la question du plaisir, de trouver sens à la vie, de faire des choix, continue d'être des moteurs de vie extrêmement précieux pour les gens qui vieillissent. Parfois, on essaie d'intéresser le patient à sa vie psychique, à ce qu'il sait de lui, à ce qu'il ne sait pas de lui, parfois à ce qu'il se tait à lui-même et à ses implications dans ce qui lui arrive. Hein. Parce que parfois, les patients arrivent en disant c'est de la faute d'un tel, c'est mon mari, ma femme, mes enfants, les soignants, etc. Et puis, on essaie parfois aussi de discerner ce qui, du patient, est susceptible de se mobiliser et d'être aussi une source de souffrance.
Ce que la psychanalyse propose, hein, c'est quand même qu'il n'y ait pas de programme préalable à la démarche thérapeutique, pas d'attendu, hein. Il n'y a pas un nombre de séances préétablies, pas de visée adaptative normative. On essaie justement d'être assez ouvert à ce qui va se mobiliser, à la fois de la bonne volonté du patient, mais aussi de ses résistances, pour essayer de mettre au travail et peut-être de réaménager ses modalités de fonctionnement psychique en se basant sur les ressources qu'il peut mobiliser, et donc à la fois de mettre au travail, mais en étayant. Et c'est là un subtil équilibre de pouvoir faire travailler tout en étant attentif à contenir les processus psychiques que l'on met donc au travail. Exemple rapide d'une patiente de 62 ans qui consulte parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie d'Alzheimer et qui est dans un état de souffrance absolument massif. Une dame qui était donc présidente d'une entreprise où elle avait beaucoup de pouvoir et chez qui, dès le premier entretien, ce qui se dit, c'est comment est-ce que l'adolescente qu'elle était bien des années plus tôt, et qui a refusé des dictats parentaux qui lui disaient que parce qu'elle était une fille, eh ben, il n'était pas question qu'elle fasse d'études et qu'elle travaille. Il fallait qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et qu'elle s'occupe de son foyer. Hein, en fait, elle refuse d'obéir à ses parents. Elle fait des études, elle travaille, elle tombe enceinte avant le mariage, puis finalement elle se marie. Et puis avec toute cette carrière brillante qu'elle a conduite dans la continuité, vous voyez, de cet refus de se laisser faire par ses dictats parentaux, elle apprend qu'elle a une maladie d'Alzheimer et qu'il en est fini de sa carrière professionnelle, alors qu'elle n'a que 62 ans et qu'elle était vraiment à un aboutissement avec des responsabilités majeures dans laquelle elle s'épanouissait pleinement. Donc on sent bien que c'est une femme à la fois dont il va falloir prendre soin et dont il va falloir contenir les ressources narcissiques qui ont été bien mises à mal, mais qu'en même temps on s'affronte dès cette première séance à des choses de son histoire absolument virulentes qui ben voilà, sont aussi participants de fantasmes, de s'opposer aux parents et puis de séduire et d'avoir du pouvoir et puis d'être châtré, etc. Henri Danon-Boileau disait que toute la stratégie thérapeutique quand on travaille avec des personnes âgées, c'est d'accommoder les restes. Alors, expression intéressante, hein, dont on voit, Danon-Boileau, c'est un auteur extrêmement passionnant, hein, qui a écrit un livre où il parle de sa propre expérience de la vieillesse dans sa pratique thérapeutique. La vieillesse, c'est une déroute narcissique, plus ou moins importante. Ça précarise les relations qu'on a pu établir. Il y a quand même aussi nos objets d'étayage internes et externes qui sont mis à mal du fait des pertes et des deuils auxquels on s'affronte. On s'affronte aussi à une fragilité somatique croissante, même si on est tous à des rythmes différents. Et donc la recherche de sécurité, de consolation et de réconfort, voire de chaleur relationnelle, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait entendre. Et ça rejoint ben, certaines pensées de dispositifs thérapeutiques où il faudrait proposer un cadre sans frustration, où on se centrerait sur le présent et on n'irait pas trop fouiller du côté des conflits psychiques anciens. Il faudrait favoriser une bonne communication, il faudrait toujours réassurer les patients, dédramatiser les situations présentées, les déculpabiliser, et parfois, et là on vire à l'idée de, il faut leur changer les idées, il faut les divertir, il faut les réanimer. Parfois même, il faut suggérer, conseiller, recommander des choses, les orienter. Pourquoi pas? Mais que faisons-nous quand on fait ça? Hein. L'idée de réaménager, de bouger les lignes, hein, de mobiliser du nouveau, c'est évidemment une pensée thérapeutique, un projet thérapeutique tout à fait bienvenu, tout en veillant à ne pas désorganiser de façon inutile l'ancien. Mais je dis bien de façon inutile, si tant est qu'on le sache. Parce que mobiliser l'ancien et peut-être désorganiser des façons un peu fixées d'être au monde et à soi et aux autres et d'en souffrir, on peut espérer que ça puisse bouger quand même. Hein. Donc c'est un subtil équilibre, vous voyez, où à la fois on va essayer de bouger ce qui est source de souffrance, tout en essayant de ne pas complètement mettre à mal un dispositif, un édifice de construction de soi, le fameux cristal dont parle Freud, et dont on discerne petit à petit les lignes de fragilité et les lignes de force. Donc on va essayer de miser sur les capacités associatives des patients, hein, ce qu'on discerne dans les premiers entretiens, en partie en tout cas, leur capacité ou pas à perdre le contrôle de la logique narrative permanente et de la rationalisation, parce que des patients, même à très âgés, qui continuent de fonctionner comme ça, avec des séances très très préparées à l'avance, la capacité à supporter la régression, évidemment
les modalités de transfert qui peuvent ou pas se mobiliser avec aisance pour actualiser des problématiques infantiles, la capacité des patients à se saisir des relances que nous faisons, parfois des interprétations que nous formulons, leur capacité à supporter aussi nos silences pour que les entretiens ne soient pas juste des conversations mondaines ou vraiment soutenues par un étayage permanent, leur capacité réflexive de s'ouvrir à eux-mêmes et d'être un peu à l'écoute de leurs modalités de fonctionnement psychique, les résistances que parfois certains mobilisent de façon tout à fait intéressante, comme cette dame qui donc m'accueillait en disant je n'ai jamais vu un psy de toute ma vie, c'est pas maintenant que ça va commencer. Évidemment que ça attise la curiosité que d'être d'emblée dans cette position résistante. On est aussi très à l'écoute des capacités dépressives, des capacités passives et de la qualité et de l'intensité du conflit psychique et de l'angoisse qu'on va pouvoir discerner comme ça dans ces premiers entretiens qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et ça n'empêche pas qu'on puisse quand même proposer un dispositif adossé à la psychanalyse, mais on en connaît aussi les écueils et les difficultés. Quand on observe la mobilisation d'une pensée opératoire, hyperadhésive ou avec d'intenses mouvements projectifs chez les patients, quand on repère des fragilités de l'individuation ou du rapport à la réalité, ou quand on a affaire à des patients dont les capacités cognitives sont altérées, ou justement notre capacité à leur prêter notre appareil à penser eh ben, est une expérience tout à fait singulière du dispositif thérapeutique, mais n'empêche absolument pas que l'on puisse, tout en étant adossé à la psychanalyse, travailler avec des gens qui sont pourtant très abîmés au plan cognitif. Donc on est à l'écoute et on revendique de porter un intérêt à l'inconscient en termes de processus de défense et puis d'affect et de représentation. On prend acte de l'actualité dont parlent les patients tout en étant à l'écoute de leur histoire de vie et dans cette articulation dynamique et complexe entre la réalité psychique et la réalité externe, la prise en compte du contenu manifeste, mais aussi donc le discernement du contenu latent qui petit à petit peut être saisissable. Et puis cette dynamique absolument passionnante, puis qui vraiment complexifie les choses, mais permet la mise au travail, c'est cette dynamique d'après-coup dont Freud a beaucoup travaillé. Ça, pour moi, c'est sans doute un des apports les plus éclairants de la psychanalyse à la question du vieillissement. C'est cette temporalité, parce que Freud, somme toute, a très peu travaillé sur la question du vieillissement. Il n'y a pas de texte scientifique sur cette question-là. Par contre, le temps, comme l'appelait Pontalis, ce temps qui ne passe pas, dans la vie psychique et qui fait que des gens, malgré l'avancée en âge et des dizaines d'années derrière eux, continuent d'être à fleur de peau, confrontés à des problématiques infantiles qui les font souffrir et comment ça se réactualise dans le vécu original et jamais vécu comme ça avant de la vieillesse, c'est quand même quelque chose d'absolument passionnant. Donc on vise, vous voyez, dans la psychothérapie, la déconstruction, la transformation, la reconstruction pour ouvrir des voies et des liaisons nouvelles dans les modalités de fonctionnement psychique de nos patients, tout en étant attentif à leurs ressources narcissiques, éventuellement à ce qui peut s'exprimer de besoins d'étayage et de contenance. On rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la quête d'une sécurité psychique pour justement tenir bon face aux multiples pertes qui chaque jour se rappellent aux patients, voire les nouvelles qui arrivent. Et on a parfois affaire, alors, au placement en institution, à des accidents somatiques absolument gravissimes, ou qui ne le sont pas objectivement, mais qui ravivent des souffrances liées à l'expérience de voir que notre corps n'est pas intègre et qu'il peut bouger et s'abîmer, et puis l'expérience de la grande vieillesse. Donc, comment est-ce que face à des patients que l'on voit comme ça tellement vulnérables, on pourrait rester en silence et s'effacer en lui disant, bah, allez hop, c'est au patient de bosser et moi, je me maintiens dans cette position neutre et à distance. Et ben justement, c'est là où il faut être inventif et qu'il faut pouvoir s'autoriser parfois des distances un peu amenuisées aux patients, des distances psychiques mais aussi des distances physiques, puisque parfois, avec des patients très abîmés, des patients sourds, des patients alités, on a beau être analyste de formation ou adosser sa pratique à l'analyse, parfois on est au plus près du patient, tellement pas dans le cadre orthodoxe que l'on peut voir ailleurs. Est-ce que tout l'intérêt quand même, ça va être d'essayer d'instaurer les conditions d'un fonctionnement psychique qui soit supportable pour le patient et si possible source de plaisir, quel que soit son état de santé, quel que soit le temps qui lui reste à vivre, etc. En tenant compte de cette dialectique tout à fait passionnante et complexe entre l'investissement narcissique et l'investissement objectal. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir essayer
d'œuvrer dans ce qu'on a nous comme représentation avant même une rencontre clinique, hein, de dessaisir le sujet des évidences, des fixations qui parfois sont extrêmement installées et qui sont source de souffrance, et ouvrir de nouveaux horizons. Alors à l'intérieur de lui, comment est-ce qu'il peut rencontrer un autre lui, hein, en lui-même dans son histoire, et puis ce qui de son inconscient le meut et puis parfois l'emmène là où il n'a pas forcément envie d'aller, mais aussi de nouveaux horizons avec les autres, avec autrui. Et on a affaire parfois justement à des patients qui sont tellement isolés, tellement démunis, hein, qu'on se dit que le travail, ça va peut-être d'abord d'essayer de contenir les fragilités qu'on observe chez eux, plutôt que d'engager comme ça une expérience, d'aller voir dans son histoire de vie, de laisser surgir des fantasmes, des souvenirs parfois extrêmement traumatiques. Et puis en même temps, voilà, l'expérience clinique montre qu'on a beau nous essayer de contenir, vous avez des patients qui d'emblée vous mobilisent comment dire, des souvenirs tout à fait traumatiques. Je repense à une dame qui vient me voir et qui me dit qu'elle a peur de tomber, qu'elle a peur de vieillir seule, de se retrouver dans un couloir d'hôpital où personne ne prendrait soin d'elle. Et elle fait, par voie associative, hein, dès ce premier entretien, allusion à un père tyrannique qu'elle a quitté quand elle avait 18 ans. Et puis quand je pointe le mot tyrannique pour parler du père, qui est un mot fort, hein, et tout de suite elle me laisse entendre une agression sexuelle quand elle avait 18 ans. Et que l'idée, vous voyez, dès le premier entretien, l'idée d'être seule sur un lit d'hôpital après être tombée et personne qui pourrait prendre soin d'elle, est d'emblée articulée par voie associative à l'idée d'une agression sexuelle par le père à l'adolescence. Et le travail thérapeutique, ça va de tenir compte à la fois de cette angoisse manifeste et contemporaine qui est la peur de tomber et que personne ne l'aide, et puis évidemment un souvenir traumatique d'il y a 70 ans pour elle, euh, et qui surgit dès la première séance, hein. Donc voilà, est-ce qu'on va pouvoir travailler à délier, à déranger les modalités de fonctionnement psychique du patient pour essayer de les remanier? Est-ce que le patient peut endurer cela? Ou est-ce qu'il va falloir privilégier un cadre qui étaye le moi, mais au risque parfois de la séduction, dans la séduction et l'animation, hein, toujours frappé quand on parle des petits vieux, hein, des petits vieux comme ça, avec qui finalement ce serait pas si dur que ça d'être en relation thérapeutique, parce que les petits vieux, ils parlent de toute façon, il suffit qu'on leur tienne le crachoir et puis ça va mieux. On entend quand même encore parfois ce genre de représentation un peu désolante. Et voilà, être gentil avec l'autre, c'est pas du tout neutre. Être affectueux avec quelqu'un, ça n'est pas du tout neutre. Et je pense très important que l'on ne néglige pas la composante hostile et haineuse du fonctionnement psychique, hein. C'est pas parce que l'apparence du patient est la vulnérabilité, la perte et la fragilité qu'il n'y a pas des modalités de fonctionnement psychique haineuses. Et c'est très important que les patients puissent aussi s'affronter à ça. Et s'ils ne le font pas avec nous en psychothérapie, avec qui ils vont le faire, si ce n'est en l'agissant dans des positions conflictuelles absolument majeures, parfois avec leurs proches, les aidants, les soignants qui prennent soin d'eux. L'ambivalence, c'est quand même un des moteurs puissants de la vie psychique, hein. Bon, sinon, le risque, c'est que ça fonctionne plutôt sur des modalités de clivage. Mais s'affronter à la part hostile de soi contre l'autre, forcément insatisfaisant, contre soi, parce que on fait l'expérience que nos idéaux, nos acquis, tout ça, c'est quand même extrêmement fragile. Donc, il va nous falloir tenir compte des résistances et des contradictions internes de nos patients, hein, qui sont loin d'être, comment dire, ça Freud a donc beaucoup travaillé avec l'idée du cristal, hein, on n'est pas quelque chose d'homogène, hein, ni eux ni nous. Étayer les assises narcissiques, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire soutenir le discernement des représentations et les éprouvés d'affect pour essayer d'accompagner quelque chose de cette rencontre de soi, pour que ça soit rendu possible. Mais on va tenir compte aussi des répétitions dépressives. On a des patients pour lesquels justement répéter l'expérience dépressive, ça consiste à ne pas changer. C'est très frappant de voir combien est-ce que certains patients répètent comme ça des positions symptomatiques souffrantes parce qu'il s'agit de ne surtout pas avancer, il s'agit de ne surtout pas perdre même des sources de souffrance, hein, ce qui est quand même tout à fait paradoxal, mais qui nous met sur la piste des aménagements masochistes de certains patients. Continuer de souffrir, c'est quand même être toujours en vie. Et changer quand on est vieux, c'est rarement changer en bien.
Et puis on sait vers quoi ça mène, hein, de changer. Henri Danon-Boileau disait justement que on sait où ça mène, la vieillesse, hein. On n'est pas obligé de dire la chose, tout de suite tout le monde comprend. Et donc derrière l'apathie, la routine de certains patients peuvent se cacher justement des aménagements de résistance. Donc parfois, bah, la position un peu plus active que nous pouvons avoir va être aidante. Mais on s'affronte parfois à des patients, bah, chez qui on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et cette activité réduite, parfois au plan psychique, ne doit pas du tout être confondue avec une baisse de la libido et une absence de conflit. C'est pas parce que, d'un point de vue symptomatique et clinique, il n'a pas l'air de se passer grand-chose que pour autant les patients ne sont pas agités à l'intérieur. On le voit très bien avec les patients potentiellement tout venant, mais il y a même eu des travaux qui ont été conduits auprès de patients souffrant de détérioration cognitive absolument majeure, hein, qui sont dans des états apathiques et vraisemblablement dépressifs, et chez lesquels, quand on prend le temps de les accompagner, on peut voir qu'il y a des sources de souffrance absolument manifestes derrière l'apathie. Et donc, ce qui va être intéressant à interroger, évidemment, c'est la question contre-transférentielle. C'est qu'est-ce que ça nous fait vivre à nous que d'être au plus près, hein, d'aller rejoindre ces personnes là où elles sont, de leurs aménagements défensifs et de leurs ressources, parce que le risque parfois, hein, c'est la stimulation antirégressive et performative. Certains collègues, on le voit dans la façon dont ils peuvent parler de leurs patients, ne supportent pas les régressions des patients. L'idée qu'il faut réussir son vieillissement, aller de l'avant, positiver, puis vous avez ce mot anglais, l'empowerment, qui est très associé maintenant à des publications, hein, sur le vieillissement. Il faut donc continuer d'être productif, ce qui est quelque chose qui en soi est tout à fait intéressant, hein. Le risque, c'est qu'on considère que on est un bon vieux, que si on continue d'être technologiquement articulé à la société d'aujourd'hui, si on continue d'être sexuellement performant, cognitivement performant, et le nombre de personnes que je reçois et qui sont pris par ces idéaux, alors qu'ils les intériorisent et qui en souffrent, hein. On peut aussi mobiliser des contre-identifications vis-à-vis de normes qui s'imposent à nous. Mais je trouve que contre-transférentiellement parlant, on est quand même, nous aussi, à notre façon, sacrément mis au travail dans notre capacité à supporter ou pas les fragilités des patients. Le risque étant évidemment, ça on en parle quand même beaucoup dans et les pratiques de prise en charge institutionnelle ou dans les dynamiques familiales, c'est l'infantilisation de la vieille personne sous prétexte qu'elle est vieille et qu'elle a l'air comme ça vulnérable et fragile, qui est quand même à discerner de notre part, enfin de la part de celles et ceux qui infantilisent, comme justement une extériorisation du déficit. On loge le déficit chez l'autre, hein. L'autre est réduit à l'état d'enfant, qui décline, qui est vulnérable et puis qui tôt ou tard voilà, va mourir. Hein, l'idée du patient comme petite chose fragile dont il faudrait prendre soin est, à mon avis, vraiment à interroger, non pas à exclure, hein, des fragilités potentielles des patients, mais surtout ne pas les y cantonner. Parce qu'on peut tout avoir à faire aussi à des patients qui vont témoigner de rage narcissique absolument violente, et c'est nous qui en faisons les frais avec des attaques voilà, qui peuvent être tout à fait perturbantes, hein. Donc l'important, c'est de mettre au travail les patients, mais tout en se questionnant. Il y a normalement un petit point d'interrogation, je ne sais pas si vous le voyez, hein. Non, non, bougez, bougez pas. Mais c'est est-ce qu'on laisse la plaie ouverte ou pas? Hein, parce que en psychothérapie ou en psychanalyse, parfois on met un terme à une séance où on sent que le patient est un peu à vif. Et on se fait confiance, on lui fait confiance, on fait confiance au dispositif thérapeutique parce que les choses sont lancées, on connaît ce patient, il repart un peu ébranlé par la séance qui a eu lieu parce qu'il y a quelque chose là qui a bougé, et on remettra ça au travail le lendemain, le surlendemain, quelques jours plus tard, en fonction du cadre qui est proposé. Mais parfois, il n'est pas question de laisser partir le patient dans cet état-là, hein. Il y a des patients pour lesquels la plaie ne peut pas du tout être laissée ouverte. Donc à la fois, on essaie de mettre au travail, mais évidemment sans mettre en danger. Et puis, on a affaire quand même à des patients qui peuvent avoir certes des transferts positifs, mais avec des mouvements d'emprise. Ça, on le voit très bien à domicile ou en chambre dans une institution de soins, quand vous avez par exemple votre cadre thérapeutique, hein, surtout quand on se déplace à domicile, qui est encombré par, alors j'ai mis le chat, mais ça peut être évidemment d'autres tiers, hein, le téléphone qui sonne et auquel le patient répond, on ne peut pas être reçu sans qu'il y ait du thé, des petits gâteaux, etc., qui viennent aussi prendre leur place dans le cadre thérapeutique, ou au contraire, il n'y a pas de chaise. Hein, et donc, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va s'asseoir si le patient ne nous accueille pas
le confort physique du patient qui parfois nous tyrannise. Hein. Moi, je me souviens comme ça de patients qui, en gros, exigeaient que la psychothérapie aurait lieu, mais à condition que je leur apporte leur sonnette près de leur lit, qu'ils aient la télécommande pour allumer la télévision, que je ferme ou que j'ouvre le volet, et qu'ils aient leur téléphone aussi à proximité, comme si, bah, si le téléphone sonne, on ne peut pas attendre la fin de nos trois quarts d'heure de rencontre. Hein. Il faut que les choses soient là, et c'est intéressant de voir ces aménagements agressifs qui peuvent se mobiliser. Et on peut voir aussi justement comment est-ce que nous, dans nos contre-transferts, hein, on peut essayer de réparer des figures parentales qui sont symboliquement déplacées sur nos vieux patients pour essayer de les réassurer, de les réconforter, parfois de les gratifier. Donc on essaie de réparer. Alors ça appartient à chacune et chacun de nous de discerner ce qu'on met dans notre plaisir ou pas à travailler avec des gens âgés. Et puis aussi parfois hein, des enfants qui sont sadisés par des vieux parents. Hein. Moi, je vois encore des enfants un peu sacrifiés, alors soit par leurs propres identifications, soit justement par des décisions parentales très rudes, où l'un des enfants doit être le bâton de vieillesse de ses parents, souvent des filles, de qui on attend, bien qu'elles soient mariées avec des enfants, et ben, qu'elles s'occupent, ça va de soi. Et parfois, c'est pris dans des représentations familiales assez raides où c'est à la fille de s'occuper de ses vieux parents, et c'est comme ça, et pas autrement. Et en même temps, les vieux parents sont enfin, sont durablement insatisfaits, ça ne va jamais assez bien. J'ai repensé en évoquant ça à une de mes toutes premières patientes rencontrées en service de consultation, que je vais chercher dans la salle d'attente suite à l'appel de la dame qui tient l'accueil du service. Et cette dame m'accueille avec un visage extrêmement fermé. Elle répond à peine à mon salut. Elle me tend une main très molle. Donc à l'époque, j'ai 26, 27 ans, hein, pas beaucoup plus. Et donc je lui indique de me suivre pour l'emmener à mon bureau. Donc on fait quelques mètres dans un couloir d'un hôpital qui n'a pas beaucoup de charme. Et je lui propose de rentrer dans le bureau. Je lui montre le fauteuil qui se trouve à quelques mètres dans la pièce. Tous les patients vont s'asseoir. Voilà, la plupart du temps, on leur dit, je vous en prie, prenez place, ils vont s'asseoir. Moi, je ferme la porte, je me retourne. Normalement, elle était censée être allée s'asseoir. Et non, elle reste là et elle me dit, vous êtes qui déjà? Alors, vous voyez, tout de suite, de façon un peu fulgurante, je me dis, oh là là, je me suis présenté il y a 30 secondes, elle ne sait déjà plus qui je suis, c'est pas bon signe. En fait, ce n'était pas du tout ce que je pensais et craignais. Je me représente et elle me dit, mais moi, je ne pensais pas être reçu par un genou de votre espèce. Moi, je pensais être reçu par quelqu'un de vénérable et respectable. Vous voyez, ça date d'il y a 30 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tellement ça m'a marqué, vous voyez, de voir cette fragilité derrière l'agressivité. Il fallait que j'entende que elle était vénérable et respectable parce qu'elle était âgée. Moi, je n'étais qu'un genou. Ce qui intérieurement était très vrai. J'en menais pas beaucoup large à l'époque. Hein. Mais voilà, elle était venue toucher là où ça faisait mal. Hein. Moi, j'étais un petit jeune sans beaucoup d'expérience, malgré mes diplômes, etc. Elle était une dame de 78 ans qui voulait qu'on la considère comme quelqu'un de vénérable et respectable. Donc, vous voyez comment est-ce que la question transféro-contre-transférentielle peut s'avérer tout à fait vive. À peine, il n'y a même pas une minute de rencontre qui s'est écoulée. Et donc parfois, la disqualification et l'utilisation autoritaire qui peut être faite pour lutter contre la dépendance, hein, châtrer le thérapeute pour lutter contre sa propre castration. Hein, on est parfois très mis à mal par ces patients dont on nous dit que ce sont des petites choses fragiles, loin de là. Hein. Pour terminer, bon, il y a somme toute assez peu d'analyses qui sont spécialisées dans cette clinique, mais beaucoup sont praticiens. Moi, je suis très intéressé justement quand des collègues me disent ou disent comme ça à l'occasion d'une conférence ou d'un échange que, eh ben, ils ont eu une sollicitation pour recevoir quelqu'un qui a 85 ans et qui veut démarrer une analyse ou une psychothérapie. Voilà, ils sont pas forcément vraiment formés à cette clinique-là, mais en même temps, on sent qu'ils vont être tout à fait capables d'entendre la vie psychique de leurs patients. Ce qui est quand même tout à fait intéressant, et votre séminaire vous permettra sans doute de le déployer, c'est la diversité des dispositifs de parole qui peuvent être proposés. Bon, il y a à la fois la psychanalyse, dans des modalités peut-être un peu plus singulières avec des personnes âgées, les psychothérapies psychanalytiques, les médiations, le psychodrame, les thérapies de couple, de famille, de groupe et les groupes de parole qui peuvent s'avérer tout à fait intéressants aussi.
l'importance d'une formation théorique quand même pour pouvoir comprendre quelque chose au fonctionnement psychique des patients, en essayant justement d'être ouvert à l'interdisciplinarité que la clinique gérontologique impose de façon extrêmement stimulante, à la fois évidemment les sciences humaines, mais aussi les sciences médicales et cliniques en général, pour justement pouvoir travailler la question de la rencontre, hein, le temps nécessaire à la rencontre des patients, et puis l'expérience de terrain qui nous permet d'être aussi mis à l'épreuve par la diversité des cliniques gérontologiques. La question de la supervision et de l'intervision sont absolument essentielles, hein, notamment pour être à l'écoute aussi des principes déontologiques qui nous interroge incessamment. Moi, j'ai toujours été très intéressé, enfin, oui, intéressé par l'idée que le code de déontologie des psychologues, qui donc vaut pour les psychologues du travail, les psychologues qui font des enquêtes sociales ou les psychologues cliniciens, c'est de quand même discerner notre implication dans la rencontre de l'autre. Cette exigence éthique-là, elle est tout à fait à l'œuvre dans les pratiques qui sont les nôtres, à la fois pour éventuellement mobiliser un travail sur soi qui peut venir, nous aussi, hein, réaménager nos propres mouvements psychiques et assurer un tant soit peu à ces personnes parfois si différentes de nous et en même temps qui nous disent tellement ce qui nous attend plus tard, de pouvoir mobiliser auprès d'elles des identifications qui soient souples et plurielles pour aller les rejoindre dans leur propre diversité. Et donc être à l'écoute de notre contre-transfert, parce que perdre, c'est pas forcément quelque chose que nous nous souhaitons. Renoncer, pas vraiment non plus. Vieillir, n'en parlons pas. Mourir, évidemment, que c'est l'un des grands tabous de nos sociétés et que les patients sont là pour nous rappeler de façon parfois beaucoup plus saisissante que des milliers de morts dont on nous parle aux actualités. Hein. Perdre un patient, perdre quelqu'un de proche, évidemment, ça va nous renvoyer à notre propre précarité. Et puis un autre thème pas simple pour la clinique gérontologique, encore maintenant malgré tout ce qui bouge et heureusement, c'est la question de la sexualité. Donc, comment est-ce que nous sommes mis à l'épreuve dans des vécus d'impuissance, hein, parfois d'impatience à ce que les patients aillent mieux, notre volonté de les réparer, ce qu'on voudrait qu'ils retrouvent de performance et d'intégrité par rapport à ce qu'ils ont pu avoir comme perte, l'expérience du handicap et de la lenteur, hein, quand on l'a pas vécu, hein, quand on ne sait pas ce que c'est que de marcher pas à pas à côté de quelqu'un qui va extrêmement lentement, quelqu'un qui répète toujours la même chose, quelqu'un qui ne se souvient pas de nous. Hein. Cette question, vous voyez, de la qualité des transferts, hein, la façon dont nous pouvons être idéalisés parfois ou disqualifiés par les patients est quelque chose de tout à fait important à discerner pour nous-mêmes. Et puis les séminaires comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ces espaces de pensée à plusieurs où on peut justement partager nos expériences cliniques et puis se rendre compte de la diversité, de la complexité des situations que d'autres traversent. Toute la question étant, avec ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, de pouvoir être fiable vis-à-vis de nos patients dans leur immense diversité entre eux, mais aussi dans leur diversité interne à chacun. Pour terminer, vous dire un petit mot de cette collection que j'ai la chance de diriger avec Philippe Guton aux éditions Presse, qui est une collection qui assume quelque chose d'assez audacieux, puisqu'on a décidé de l'appeler Psychanalyse et vieillissement. Alors, quand vous voyez la chute des livres, de la vente des livres en sciences humaines d'un point de vue assez général aujourd'hui, en particulier en psychanalyse, et oser dire qu'on va y accoler une période de la vie qui est pas très sexy, qui est celle du vieillissement et de la vieillesse, et qu'on va donc assumer d'avoir une collection d'ouvrages sur psychanalyse et vieillissement, voilà, on l'assume, ça fait 5 ans que ça tient, et c'est quand même, j'en suis assez content. Donc voilà, je vous ai mis là les titres qui sont parus. Il y en a d'autres qui sont en cours là, de gestation. Tout l'intérêt étant justement à plusieurs, hein, de réfléchir, d'essayer d'inventer des pratiques qui répondent aux difficultés, aux fragilités, mais aussi aux ressources des patients, hein, pour continuer de créer et de chercher avec eux dans l'écho de ce que voilà, nos prédécesseurs ont vraiment défendu, c'est qu'il y avait une psychanalyse hors divan, une psychanalyse hors les murs, qui était tout à fait noble et qu'il fallait voilà, pouvoir préserver. Voilà ce que je me proposais d'échanger, enfin de partager avec vous pour échanger avec vous maintenant. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, comme je le fais régulièrement. Alors, s'il y a une première réaction, une première question. Donc,
pour les personnes qui sont en vidéo, il y a donc un pool de questions et réponses. N'hésitez pas, je me charge de relayer les questions. C'est pour ça que les miennes passent après. Bon, ou alors, faut double balle. Non. Bon, très bien. Non, mais je pense que je ne suis pas le seul. Des exemples, comme vous en avez utilisé, hein, de tirer de la clinique, et notamment de cette clinique particulière quand on est jeune Mm. professionnel, avec un public âgé. Parce qu'en plus, il y a eu un temps, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que je ne suis pas très au point sur le marché du travail, mais il y a eu un temps où quand on était jeune psychologue, trouver du boulot en gérontologie, c'était ce qui y avait de plus facile. Absolument. Voilà. Mm. Mais il y avait quand même l'idée d'en faire un choix et d'en faire quelque chose qui soit porteur de sens. Mais voilà, moi je me souviens que la première fois où j'ai pu parler avec certains de mes collègues de promo qui avaient commencé à bosser et qui travaillaient en gérontologie, il y avait une vraie différence entre si ça avait été le fruit d'un parcours clinique déjà et un choix, ou si c'était bah, c'est là qu'il y a du boulot et j'y vais. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens qui travaillaient mieux que d'autres, mais Oui, en termes de oui, vécu, c'était pas du tout oui. le même. Et j'avais cette question-là, en fait, derrière l'exemple de ce qu'on se représente de l'enjeu clinique. Je veux en venir à, moi j'avais cette impression que certains de mes collègues mettaient pas beaucoup d'enjeu à la rencontre clinique avec les patients âgés. Voilà. Et que moi-même j'ai fait cette erreur-là au départ, c'est-à-dire que je suis pas allé en psycho de l'enfant, parce que pour moi il fallait être très rapide et très vif avec les enfants et beaucoup moins avec les personnes âgées. J'ai fait une journée à l'hôpital et je me suis dit, oh putain, ça va super vite en fait. Et ça m'évoquait ça en fait, cette idée de on se retourne, la personne ne s'est pas assise et on est Ah oui. saisi de quelque chose qui se passe. Vous me faites penser à l'expérience que j'ai eue quand j'étais en... À l'époque, ça s'appelait la maîtrise, la quatrième année Mhm. d'études, où on s'inscrivait dans un séminaire de recherche. Donc, à l'époque, on était 250 dans la maîtrise à Paris 5, la René Descartes. Et on était quatre sur 250 à s'être inscrits dans le séminaire de recherche ouvert par Marion Perruchon sur la clinique du vieillissement. Et quand on disait aux copains et aux copines de promo que nous, on travaillait sur le vieillissement, je me souviens de ces réactions quand même assez amplement partagées qui étaient oh, ça va être facile avec toi, les vieux, ils aiment parler. Mhm. Donc il y avait cette idée-là que ça allait être facile. Ben alors, ils aiment parler, mais déjà ça va pas de soi. Puis on n'est pas des messieurs ou dames de compagnie, hein. On n'est pas là pour tenir le crachoir, justement. Donc, ils aiment parler, mais parfois ils disent des choses tellement terribles, tellement terribles. Oui, moi, je me souviens de ces expériences premières dans l'hôpital gériatrique où j'avais fait mon premier stage, où j'étais assis à côté d'une dame et on parle ensemble. Enfin, je fais mes premiers entretiens. Et puis soudainement, elle m'agrippe le bras. Et elle est là à côté de moi. Elle me dit, mais viens près de moi. Moi, je ne pouvais pas être plus près, sauf à me mettre sur ses genoux. Donc, un peu surpris, je lui dis, mais je suis près de vous. Et elle me dit, oui, mais moi, je suis ailleurs. Vous voyez, le gamin de 20 ans que j'étais à l'époque, il y a eu cette dame-là, puis il y en a eu une autre avec qui là aussi, voilà, je m'essaye à parler, à comprendre des choses. Et puis, la personne qui faisait le ménage me fait comprendre si je peux changer de place. Alors je me lève et je fais une erreur que je n'ai plus fait depuis, c'est que je suis passé derrière la dame pour aller m'asseoir de l'autre côté. En fait, elle a perdu le contact perceptif. Donc je l'ai vue, elle m'a vu me lever et partir. Et puis j'arrive de l'autre côté. Et là, elle me regarde puis elle me dit bonjour monsieur. Et ça m'a fichu un coup. Je me suis dit mais à quoi je vais servir? Tout ce qu'on nous apprend à la fac, la continuité de ce qu'on pourrait essayer de reprendre d'une séance à l'autre, la mise au travail des problématiques. Je dis, mais là, il s'est écoulé 4 secondes, elle m'a oublié. Alors, qu'est-ce qu'elle a oublié vraiment? C'est pas parce qu'elle a oublié, et encore, elle n'avait pas eu l'air de me reconnaître quand même, hein. Mais c'est pas parce qu'elle a oublié que peut-être que tous les éprouvés internes ont été oubliés. Mais pour le gamin de 20 ans que j'étais, et je me souviens que je suis parti. J'ai quitté mon stage plutôt, enfin, je suis revenu le lendemain, mais ce jour-là, je suis parti. Je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes copains et mes copines à la fac. J'avais besoin de voir des jeunes, j'avais besoin de bruit, j'avais besoin de... Et c'était très intéressant de faire cette expérience-là, parce que, bah, voilà, je revenais à la fac en disant, bah, non, avec les vieux, c'est pas du tout facile. Pas du tout.
Et c'est la question de la distance, hein. C'est pour ça que j'étais intéressé par votre sollicitation, parce qu'il n'y a qu'une envie première, c'est de la prendre dans les bras et de la rassurer, la dame qui est complètement paumée. Et en fait, non, c'est pas ça qui va être là aidant pour elle. En tout cas, si quelqu'un le fait, et pourquoi pas, ça peut être évidemment des proches de cette dame s'ils sont là, ça peut être aussi des soignants qui peuvent s'autoriser une proximité physique plus importante, mais c'est important de n'être pas que dans cette présence chaleureuse et physiquement enveloppante. Il y a aussi une autre place qu'on peut tenir. Je vous rejoins. Enfin, moi, du coup, je suis psychomotricienne Oui. actuellement en EHPAD. Donc, il y a cette question de la distance parce qu'on peut travailler avec la relaxation et du coup, le contact. Bah là, ça tombe bien, c'est bien parce que je fais mon mémoire sur l'image du corps en gérontopsychiatrie. Et donc, on peut travailler avec la relaxation et donc ce contact de peau à peau parfois avec les résidents dépressifs qui me disaient: ah bah oui, ma peau de vieillissant, je suis toute maigre. Et justement, voir cette distance avec tout le vécu de la personne et, euh, et parfois de justement des patients dépressifs qui sont plutôt alités, où on va leur mettre un peu dans enfin, les laisser dans leur cocon, on va voir si on peut les rendre acteurs par d'autres médiations d'expression corporelle et travailler sur ce vécu aussi de toute une vie, parce que l'image du corps, on en parle souvent, je trouve, notamment avec Freud, Françoise Dolto et tout ça, mais dans l'enfance, alors que là, justement, voir ça avec 50 d'années de vie, voilà. Absolument. Moi, me laisser toucher par des patients, évidemment, ça n'est pas du tout une pratique qui va de soi avec des patients jeunes ou adultes, et encore. Mais avec des patients âgés, ça a pu m'arriver. Et jamais j'ai senti qu'il y avait là une transgression d'un cadre orthodoxe, et au contraire quelque chose qui s'impose où le besoin de sécurité eh ben, est exprimé par un agir où, comme je disais tout à l'heure, le patient ou la patiente agrippe la main et la tient et serre. Et on sent que là, il y a un besoin tactile qui doit être absolument respecté. Et à contrario, vous voyez une dame qui vient un jour, dame qui vit chez elle, et qui a des gants, et qui n'enlève pas ses gants pour me saluer, et qui va les garder tout au long de la séance, hein, très emmitouflée, elle veut pas que son corps vieilli se voit. Et à la fin de la séance, acceptant qu'on se revoie, elle enlève son gant. Elle avait laissé entendre qu'elle était une vieille peau, et là, elle va me dire, j'ai une vieille peau, mais elle va quand même me serrer la main, peau à peau. Ouais. Et c'est intéressant de voir le contraste entre elle ne voulait pas être vue avec ce corps modifié qu'elle ne supportait plus, et en même temps, quelque chose peut se... Ça ne veut pas dire que ça va aller de soi après, mais en tout cas, on voit qu'il y a des assouplissements possibles. Ouais, avec des modalités transférentielles différentes, forcément, les modalités contre-transférentielles changent aussi. Ah oui. Ça m'évoquait ça, c'est le temps que ça prend, en fait, par exemple, de normaliser le fait de toucher un patient, par exemple, dans une clinique. Ah oui, oui. Mais, mais c'est intéressant. Moi, C'est c'est intéressant de s'en souvenir. oui, oui. Ah, puis, c'est l'expérience de la surdité des patients. C'est quelque chose à quoi on n'est pas du tout préparé, mais parfois on est obligé d'être au plus près et en même temps, on est obligé de hurler. Ça soulève des questions tellement importantes au plan déontologique. Parce qu'il suffit en plus qu'il y ait quelqu'un dans la même chambre. Déjà, hein, dans les services hospitaliers, quel qu'il soit, ça peut arriver, ces choses-là. Mais là, on est tout près de quelqu'un, on sent son corps, hein. Et cette personne nous a, avec notre parfum, notre odeur, etc., tout contre elle aussi, et on hurle dans l'oreille, et que c'est la condition, parce que les appareils ont été perdus, sont abîmés, la famille veut pas en repayer, parce que... Bon. Et, et on est là, et on hurle dans l'oreille de la personne, et on sait très bien que... Alors, ne parlons pas du résident qui est juste à côté, mais même les gens de la chambre d'à côté ou dans le couloir, ils entendent au moins les questions que nous on pose, si ce n'est les réponses de la personne. Ben, cette expérience physique-là, eh ben, quand on y est confronté, on n'a pas le choix. Si on veut que ça ait lieu, eh ben, on le fait. Mais c'est absolument génial. Mm. Le terrain d'apprentissage. Ah oui, oui. Mm. Moi, c'est pendant le Covid, justement, on a eu cette obligation de distance. Moi, je suis psychologue en EHPAD. Et l'obligation de ne pas toucher, de rester à distance, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été touchée et je touchais tout le temps mes patients. Et de ne plus avoir cette possibilité
et c'est ce que vous disiez aussi sur la continuité, le fait parfois juste pour capter l'attention, pour rentrer en relation, après on n'a plus besoin, mais au tout début, pour enclencher quelque chose, il y a une nécessité de toucher la main, de dire je suis là, et en fait, j'ai vraiment ressenti ça pendant le Covid où j'avais plus, enfin, voilà, il y avait ce truc où il fallait à tout prix rester à distance et voilà, et j'ai perdu une vraie, un vrai outil d'entrer en contact avec des personnes très âgées, avec des personnes qui ont justement des troubles sensoriels ou des troubles cognitifs. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là de cette perte de. Oui, quand ça n'est plus. Mais... C'est pas ce qu'on nous apprend, c'est vrai qu'on nous apprend dans nos études, on nous apprend surtout la distance, voilà, et avec les personnes Oui, très âgées, on est obligé de remanier le cadre. là, ce qui est important, c'est qu'on pense ce qu'on fait. C'est pas sans raison qu'il y a l'idée que justement trop de proximité peut être quelque chose qui, derrière son apparence sympathique et urbaine, au sens de mondain, vous voyez, en fait, ça peut être tout à fait violent pour quelqu'un. Hein. Enfin, le toucher, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. On le sait bien avec ce qui se passe dans des lieux publics où certains s'autorisent de toucher d'autres personnes sans leur consentement. Hein. Donc, toucher l'autre, les travaux de Freud, Roussillon sur la passivité et la passivation sont quand même voilà, des indices que toucher et être touché, c'est loin d'être anodin. Et que justement, c'est pour ça que l'idée d'une juste distance, même si évidemment après le risque, c'est d'y voir des normes et donc il ne faudrait pas sortir, mais dès lors qu'on réfléchit ce qu'on fait et qu'on mesure l'intérêt de faire ça sans faire trop non plus, c'est évidemment très précieux. Parce que toucher, ça passe évidemment par le corps, mais pas seulement. Il y a la façon aussi dont on s'adresse aux gens. Euh, Moi, je me souviens d'avoir pu, ce que je ne fais, je crois pas du tout dans ma pratique maintenant, mais avec des gens âgés qui exigeaient, par exemple, d'être appelés par leur prénom, parce que leur nom de famille était un nom dont ils avaient honte. Pas forcément parce que le nom était déplaisant objectivement, mais parce que c'était un nom qui pour eux était chargé de quelque chose d'insupportable, le nom du père, bien souvent. Où je me souviens, par exemple, d'une dame ancienne militante, enfin ancienne, elle était dans l'âme encore, militante communiste, pour qui on ne s'appelle pas par son nom de famille, que ça faisait bourgeois, et que donc on ne peut que s'appeler par son prénom. On est des camarades. Et c'est une sacrée question là aussi, de se dire, mais pourquoi je ferais ça moi aussi, quelles que soient mes convictions politiques, mais qu'est-ce qui fait que ça viendrait là aussi interférer dans justement la juste distance que j'essaie de tenir vis-à-vis d'une dame que tout le monde appelle par son prénom et alors que certains patients ne veulent pas du tout qu'on les appelle par leur prénom, voire ne supportent absolument pas qu'on les tutoie. Alors que parfois certains s'autorisent de tutoyer les patients alors que ça ne va pas de soi non plus, quoi. Et c'est une façon de toucher l'autre, hein, évidemment, que de le tutoyer. Ouais, il y a une réaction. Je reviens à la salle après. Alors, voilà, l'idée que le toucher, c'est le dernier sens qu'il leur reste. Mm. C'est le sens où on a le voyant faire le goût et l'odorat. Et utiliser le toucher ne serait-il pas un moyen d'entrer en contact pour leur permettre de repérer notre humanité? Ah oui, bien sûr. Mais c'est là où justement, moi ça me manque un peu maintenant que je travaille en libéral et que je n'ai plus de pratique institutionnelle, mais c'est là où les équipes pluridisciplinaires sont si précieuses. C'est qu'on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes aménagements de rencontre de la personne. Et quand on voit justement entre les psychomotriciens, les soignants, les médecins, les psys, comment est-ce que tout ce petit monde à sa façon, avec ses compétences et ce qu'il ou elle sait faire, va être en présence des patients et leur permettre à eux d'avoir des expériences de rencontres diversifiées. Ou certains avec qui il y a pas beaucoup de distance parce qu'il y a des soins à prodiguer qui sont dans des corps à corps ou des dispositifs thérapeutiques qui impliquent ça. Et puis d'autres au contraire où justement, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de toucher pour rejoindre l'autre quand même. Oui, et puis les différents types de toucher, parce que moi je pensais à médiation animale aussi, c'est vrai que Absolument. c'est euh,
C'est encore une autre manière d'être Oui, c'est pour ça que je voulais, touché et touché. voilà, c'est pour ça que je vous parlais de Jacqueline de Romilly tout à l'heure, parce que les patients, vous voyez, qu'on connaît bien dans les institutions de soins gériatriques, et notamment les EHPAD ou les services de soins de longue durée, que l'on voit avec des peluches, avec des doudous, et qui cherchent vraiment ce réconfort, parce que l'insécurité interne est tellement mise à mal que, voilà, on les connaît bien, ces patients-là. Ouais. Mais une Jacqueline de Romilly, qui est membre de l'académie, alors qu'elle a sans doute des troubles cognitifs de dame de 93 ans, mais qui en même temps continue d'écrire des livres. Alors, il y a ça qui est intéressant chez elle, comme les autres, c'est il y a des livres comme celui dont je vous parle, Les Révélations de la mémoire, où elle raconte ses souvenirs de jeunesse et d'enfance qui refont surface. Et elle continue d'écrire des livres sur la Grèce, etc., absolument imbitables pour nous qui n'y connaissons rien. Et cette dame immensément intelligente et qui continue d'investir la sphère intellectuelle, elle a ce secret plaisir et besoin de réassurance en posant sa tête sur les coussins que sa mère a brodés. Moi, j'aime bien cette idée de cette pluralité des aménagements internes. Oui. Le risque, c'est peut-être quand justement on peut plus trop s'autoriser ou on peut plus trop mobiliser telle ou telle corde qu'on a à son arc d'ordinaire. Oui, bah, du coup, je suis psychologue en EHPAD et je voulais rebondir sur une expérience que j'ai vécue quand j'étais étudiante. J'ai fait un stage en EHPAD et dans les premiers entretiens que j'ai fait avec les résidents, une fois, je me suis retrouvée confrontée à une résidente avec laquelle j'ai commencé à interroger un peu sur son histoire de vie. Et là, elle m'a posé des questions en retour auxquelles, évidemment, je me suis dit, mais je ne peux pas répondre puisque dans ma formation universitaire, on m'avait enseigné qu'effectivement, il ne fallait pas donner d'éléments personnels sur son histoire de vie. Donc, j'ai probablement un peu maladroitement répondu à ça en lui disant que pas franchement là pour parler de moi et que ça n'avait pas d'intérêt. Et du coup, elle a dit, bah, si tu ne parles pas de toi, bah, moi, je parle pas de moi. Et donc, du coup, il y a aussi, je trouve, cette difficulté enfin, en, en EHPAD avec les personnes âgées. Je pense qu'on a une posture qui est un peu différente aussi, ou en tout cas, moi, pour ma part, il y a des moments où si on me demande où je vais en vacances, bah, je vais répondre en fait. Enfin, ça n'engage pas pour autant à ce que ça soit préjudiciable au lien thérapeutique qui est installé avec le résident. Et voilà, je voulais juste partager ça en disant On a finalement, tous vécu ça. et, Je pense qu'on a voilà. tous été mal à l'aise en se C'est un- disant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je Ben dis? oui, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ouais. Bien sûr qu'en fait, il faut aussi pouvoir à un moment, bien sûr, le penser, quelle Oui, c'est incidence ça ça. peut À avoir, mon avis, ce l'intéressant. vient chercher à travers Voilà. cette demande d'information. Il faut le faire. Mais Parce que le rapport de force du donnant-donnant, qui est, si, en plus là, elle vous tutoie, hein, souvent, les personnes âgées, c'est, en gros, si vous ne me parlez pas de vous, je ne vous parle pas de moi, il y a quand même l'idée que bah, nous, on n'a pas forcément besoin de parler de nous, et pas cette personne-là, de toute façon. Hein. Alors que l'inverse, qui est peut-être pas si reconnu que ça, l'inverse est vraisemblablement le plus plausible. mais Et c'est intéressant, cette tentative de renversement. du coup, ça vient questionner qu'est-ce que j'ai le droit, effectivement, entre guillemets, droit, qu'est-ce que ça implique de parler de soi, et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à dire ou pas, quelle incidence ça peut avoir, en fait, Oui, oui. sans être. Je pense que ça fait aussi partie, je rebondis dessus sur, moi, j'ai mis un terme générique tout à l'heure de modalités transférentielles différentes. Mais je pense que ça en fait aussi partie, notamment parce qu'il y a la question du lieu de vie. C'est quand même ce statut très particulier hein, de l'EHPAD comme un lieu de vie. Est-ce qu'on s'en est vraiment ou pas? Comment on s'est investi et qu'on s'en représente. Mais si c'est ça qu'on cherche, si c'est là que les gens vivent, on est là où ils vivent, quoi. Et le domicile, ça fait aussi cet effet-là. Ce truc d'entrer dans l'intimité de quelqu'un qui vous pose en retour une question, vous faites, bah non, c'est mon intimité. Ah, en fait, C'est c'est ça. pas possible. Donc, moi, Oui, vous voyez, Moi, je vous en prie, je vous en prie. je travaille en EHPAD aussi, et je me souviens de la jeune psychologue que j'étais en EHPAD, planquée dans mon bureau. C'est la psychologue, elle est dans son bureau, c'est son cadre, et dans les couloirs, on fait comme ça. Et puis le temps passant, effectivement, si on se positionne sur c'est leur lieu de vie, donc tous les matins, je rentre dans leur maison.
Je peux pas dire, on m'appelle Madame Machin et je suis planquée dans mon bureau. En fait, le temps passant, moi, j'ai été de plus en plus dans les étages, au contact, pas seulement des résidents, mais des résidents qui sont là, dans les couloirs, dans les salons, mais des équipes. Parce que travailler en institution, planqué dans son bureau, ça tient pas longtemps. Mais c'est, je pense, effectivement, les positions défensives qu'on a quand on travaille. Et après, effectivement, ben, quand on est dans le lieu de vie des gens, euh, ils vous appellent par le prénom, il y a des choses qui se passent, même si, effectivement, quand on y va avec eux dans le bureau, pour des entretiens, des gens qu'on suit de manière régulière, les choses sont différentes. Mais quand même, quand vous êtes dans le lieu de vie des gens, vous n'avez pas le même positionnement. Vous n'avez pas les mêmes liens. Certains vous demandent de les appeler par leur prénom parce qu'ils vous appellent tous par le prénom. En tout cas, dans l'institution où je suis, c'est comme ça. Trop compliqué pour eux d'apprendre tous les noms de famille de tous les soignants qui se présentent à eux autour, l'infirmier, l'aide-soignante. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, après, effectivement, c'est pas sans se poser plein de questions sur qu'est-ce qu'on met en jeu dans la relation avec eux. Et ça, il faut jamais arrêter de se la poser. Et vous voyez, par exemple, la femme psy ou pas psy, mais qui tombe enceinte et dont le ventre prend de l'ampleur petit à petit, c'est sa vie personnelle, et en même temps donner à voir eh ben, aux patients. Et c'est intéressant de voir les patients qui d'emblée sont évidemment très intrigués par la chose et donc ont dans l'idée, qu'ils le savent ou pas avant, que leur psy a une vie sexuelle potentielle, que leur psy est enceinte, que leur psy va donc tôt ou tard s'absenter. Il y en a qui en parlent, qui font part de cette inquiétude. Il y en a qui n'en disent rien. C'est intéressant parce que Mais en libéral, ça se travaille. Enfin, je veux dire, seulement, puis en institution sans doute aussi. eh ben, Il y a évidemment. des choses de nos vies personnelles qui se donnent à voir. Et puis, il y en a d'autres, en effet, où on doit questionner le patient. Enfin, le souhait après, c'est quoi qu'on réponde, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Quoi qu'on réponde ou quoi qu'on taise, c'est d'essayer d'interroger le patient sur qu'est-ce qui se passe là et pourquoi ce rapport de force entre nous, quoi. Pas forcément formulé comme tel, mais Il y a le film Le silence des agneaux, je ne sais pas si vous connaissez. oui, oui. Horrible, j'ai détesté ce film, mais dans l'idée, c'est justement une étudiante qui est psychologue, il me semble. Ouais, Enfin, psychologie. psychocriminaux. Et du coup, qui a des informations par un tueur en série que si elle donne des informations sur sa vie. Mm. Et donc, c'est la dualité entre les deux. Oui, bah là, c'est là où on peut voir les aménagements pervers Ouais. de certains patients, hein. Le donnant-donnant, c'est une façon d'être pas passif et d'utiliser l'autre. Bon, là, c'est un personnage Oui, assez c'est un peu singulier. extrême, Bonne mais cannibale. Mais oui. La question de la bonne distance, je trouve que c'est pas simple. En étant jeune praticienne, voilà, ça fait 1 an et demi que je pratique. En étant en EHPAD, le nombre de fois où on m'a dit ah, mais vous avez le même âge que ma petite fille, et vous me faites penser à ma petite fille, ou ma fille avec des patients un peu plus jeunes. C'est difficile pour nous de garder ce positionnement, de dire oui, d'accord, je suis psychologue, sans non plus rentrer dans cette espèce de position un peu omnipuissante de je suis le psychologue, je suis celui qui sait. Et en même temps de garder une bonne distance et un cadre assez souple, parce que je trouve qu'en gériatrie, effectivement, il y a un peu ce truc de si on veut avoir de l'autre, il faut un petit peu donner de soi, sans pour autant que ce soit préjudiciable, effectivement, pour la relation thérapeutique. En tant que jeune praticien, je me retrouve beaucoup confrontée à des identifications que eux ils projettent sur moi, et je me dis ok, d'accord, faut que je fasse attention à pas glisser justement dans ce truc de copinage de je suis plus jeune, et asseoir entre guillemets, parce que j'aime pas trop ça, que je suis la psy, mais sans pour autant bien imposer non plus sur du psy qui sait tout et qui va être celui qui va guider. Donc je trouve que c'est vraiment un ajustement de position qui est pas évident et qui est en travail perpétuel, en fait. Il ne faut pas oublier non plus qu'en EHPAD, la plupart du temps, c'est pas eux qui demandent à ce qu'on les rencontre. Bien sûr. Ça veut dire qu'on doit créer essayer de mettre en place les conditions je veux dire, d'une accroche. C'est généralement la famille, le médecin qui vous dit, l'équipe qui vous dit, va voir machin, va pas bien. Donne-moi ton avis sûr. Et donc, quand on vient les rencontrer et qu'on engage un entretien, au fond, ils n'ont rien demandé. Donc, ils nous bousculent aussi parfois de cette manière-là. Si
Enfin, je veux dire, voilà, il faut parfois un peu de temps. Euh, alors, effectivement, la jeunesse, c'est un bon truc pour tacler quand on est une personne âgée, mais c'est pas mon cas d'être jeune. Et quand ils ont décidé effectivement d'attaquer, ils trouvent toujours Ah quelque oui. chose. Oui, toujours. Ah, bah, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir à la fois assumer une proximité tout en maintenant un écart. Sinon, on vire dans la séduction et on n'est pas là pour séduire nos patients. On n'est pas là pour leur plaire, hein. Après, ce qu'il faut, c'est pouvoir en effet essayer d'aménager ce qu'il est possible de faire, mais ça ne marche pas toujours, pour qu'il n'y ait pas de rupture du lien entre nous. Mais c'est l'idée du donnant-donnant, moi je pense qu'il faut s'en méfier beaucoup. Ou en tout cas, toujours penser, et peut-être avec un tiers, en étant supervisé ou autre, la façon dont parfois ça vire à des aménagements justement sadomasochistes où le patient se maintient dans une certaine valeur de lui-même que quand il maltraite autrui. Ouais, mais moi, ça m'évoque aussi dans les situations de grand isolement, notamment ayant fait du domicile avec des gens très isolés, il y avait ce truc de servir en fait de support de projection à leur libido, mais donc de s'offrir comme objet libidinal. Et je pensais à ça parce que il y a des moments où on a l'impression que notre boulot, c'est un peu de plaire à certaines personnes qu'on doit aller chercher, mais qu'on va chercher. Là, je parle d'état, on pourrait dire pré-mélancolique, quoi, quelque chose. Mais quand on va les chercher au fond du trou, quoi. Oui, oui. Après, je ne sais pas si, enfin, ça mériterait d'être creusé, mais l'idée de plaire. C'est vrai, voilà, mais c'est intéressant que ce soit ce mot-là qui soit employé parce que c'est peut-être un des risques de devoir plaire, parce que bah, moi j'ai tellement vu ça, vous voyez, avec des soignants dont des patients ne supportaient pas la couleur de la peau. Donc, bah, des patients exigeaient un soignant qui leur plaise. Évidemment qu'il n'en était pas question, ça fonctionnait pas comme ça. C'était donc des questions en équipe extrêmement importantes, de dynamique institutionnelle. Donc, on n'est pas là pour plaire aux patients. Après, avec certains patients, gagner leur confiance exige en effet de ruser beaucoup, mais pas du tout au sens négatif du terme pour justement les embobiner ou quoi que ce soit, mais d'essayer de les rejoindre là où ils sont dans leur souffrance mêlée de résistance. La dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a 92 ans, avec son hémiplégie suite à son AVC à l'hôpital et qui dit j'ai jamais vu un psy de toute ma vie, ça va pas commencer maintenant. J'ai mis des mois avant de pouvoir un jour m'asseoir dans sa chambre. Je lui avais juste dit, OK, j'entends, vous savez que j'existe et moi je sais que vous êtes là. Et puis elle m'avait fait un geste. Je lui avais dit, si vous êtes d'accord, de temps en temps, je viendrai vous saluer. J'ai bien senti qu'il fallait pas faire plus, pas proposer plus, hein. Et je me suis très bien, elle avait fait un geste du genre, vas-y, cause toujours, quoi. Puis un jour, voilà, parce qu'il y a eu un papier qui était tombé dans. Elle avait des papiers autour d'elle dans son lit, puis un papier qui était tombé par terre. Et moi, comme j'allais voir toutes les semaines la dame qui était dans la chambre d'à côté, de temps en temps, je passais la tête en disant bonjour Madame Untel. Elle disait bonjour, mais ça allait jamais plus loin. Jamais elle m'a proposé de m'asseoir ou quoi que ce soit. Puis là, il y a la feuille que j'ai ramassée et que j'ai posée sur son lit, dont elle ne sortait jamais seule, puisqu'elle ne pouvait pas. Et j'ai amorcé l'idée, mais gros, c'est quoi tous ces papiers? Vous avez l'air très affairé, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est ce jour-là où ça a accroché. Et ça a duré plusieurs mois, jusqu'à sa mort. Ouais. Mais je me souviens très bien qu'à la fois, les soignants me disaient, mais, pourquoi vous n'allez pas la voir? Elle va mal, elle pleure tout le temps. Et moi de leur dire, mais oui, mais elle veut pas. Elle veut pas, je vais pas la forcer. Il y avait un moment où il fallait qu'elle soit réceptive, qu'elle accueille. Oui, bonjour. Alors, sur la relation clinique, moi, je suis stagiaire en équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée en ce moment. Et je fais face dans ma prise de contact avec les patients qu'on va visiter en EHPAD ou à domicile, à un double mouvement que je trouve assez intéressant. C'est que je suis à la fois une très jeune psychologue, vu que je suis en licence,
mais je suis pas une très très jeune femme. Et donc, du coup, quand la rencontre se crée, en général, il y a un premier contact dans lequel je suis assimilée à une professionnelle expérimentée ou en tout cas, voilà, quelqu'un qui a la quarantaine. Et ensuite, quand je dis que je suis psychologue en formation, psychologue stagiaire, il y a dans 95% des cas un changement un peu radical dans le contact qui se crée avec la personne, qui tient presque de l'attendrissement un peu, voilà. Oh, une petite jeune finalement, voilà. Et moi, je sens que ça change tout de suite aussi mon rapport dans la relation clinique. Ça me repositionne dans quelque chose de, oui, plus affectueux, plus bienveillant, alors que au début, j'essaye d'arriver avec voilà, une posture un petit peu plus clinique. Mm. Et alors, en plus, maintenant, je suis enceinte. Donc là, il y a un troisième mouvement qui commence à Mm. s'opérer par rapport à un mouvement qui commence à se voir. Voilà, voilà de tendresse un petit peu qui se crée. Voilà, parce que j'amène la vie dans des lieux qui sont quand même souvent un petit peu plus dur, voilà, où le lien avec la mort est quand même très direct. Et je trouve que c'est extrêmement difficile de s'ajuster à tous ces changements successifs et qui se passent souvent en l'espace de quelques minutes, hein, quand même. Et ça a un impact tellement énorme sur le déroulé de l'entretien, sur mon positionnement, sur la manière dont l'échange se crée, que voilà, enfin, c'était pour le partager un peu et peut-être avoir un retour sur comment gérer ça au mieux. Comment gérer ça, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que là, on touche euh, aux capacités de passivité, d'activité du fonctionnement psychique, ou la question de se laisser faire par l'autre et d'accueillir l'autre, ou la question d'être acteur, actif et de poser son empreinte sur l'autre et sur le monde est décidément toujours mobilisable. Et moi, je suis très frappé par quand même ce qui agite des gens vieillissants ou âgés avec la situation géopolitique contemporaine. Et certains qui disent, oh là, vivement que je meure, je ne veux pas voir le monde qui s'annonce. Et d'autres, au contraire, qui disent, euh, mais faut agir, il faut que les jeunes se bougent là. C'est leur, en gros, c'est leur vie à eux c'est leur avenir, donc il faut qu'ils y aillent. Et il y a comme ça des gens, là, une patiente qui dit elle a, je sais pas, 77, 78 ans. Elle me dit ah mais moi je vais adhérer à la Ligue des droits de l'homme, là c'est plus possible, il faut absolument qu'on se mobilise. Il y a quelque chose, vous voyez, où par rapport à ce qui se joue dans le monde et qui quand même passive beaucoup, complètement impuissant, eh ben, il y en a quand même encore qui veulent transmettre, qui veulent agir. Il y a quelque chose, vous voyez, de cette dynamique psychique-là qui après se joue dans la singularité d'une rencontre clinique à pouvoir être euh, touché par la jeunesse d'une professionnelle voilà, qui est psychologue ou autre chose, mais qui se présente. Et comment est-ce que ils peuvent être mobilisés dans l'idée qu'ils pourraient vous apporter quelque chose, vous transmettre quelque chose, qu'ils ont peut-être quelque chose encore que vous n'avez pas, alors qu'ils perdent tellement par ailleurs. Il y a quand même quelque chose de leur singularité, de leur expérience de vie. Ça peut se faire avec une certaine douceur, mais l'idée de pointer que ah bah vous n'avez pas quelque chose que eux ont, par exemple une longue expérience de vie ou autre, bah, c'est nous met sur la piste de cette capacité passive-active qui fait cette dynamique-là, qui est ouais, très mobilisée dans la vie de tous les jours et qui est très précieuse pour engager une relation, quelle qu'elle soit par ailleurs après. Moi, je pense qu'il faut, comment dire, accueillir la chose et puis bah, peut-être en effet de ne pas basculer dans l'idée qu'il faudrait vous conformer à ce qu'ils auraient comme attente de bah, justement, peut-être très narcissique, c'est-à-dire de similarité des positions. C'est pour ça que ça m'intéressait de réfléchir avec vous sur la question de la distance, de l'écart, parce que la dissymétrie, c'est quand même quelque chose d'absolument précieux. On en voit les dérives de la dissymétrie. D'ailleurs, poser l'idée qu'on n'est pas pareil, c'est d'emblée donner à entendre, pas risquer de faire donner à entendre. Et puis malheureusement, les discours politiques contemporains, et pas que contemporains,
donne très vite à entendre que bah, il y en a un qui est plus fort que l'autre et qu'il peut imposer au détriment de l'autre une certaine façon de fonctionner. Mais on peut aussi être dans des positions de dissymétrie qui sont en fait très structurantes du lien clinique. On n'est pas pareil. Malgré notre jeunesse, malgré notre manque d'expérience, etc., on sait des choses et on se positionne pas comme une citoyenne lambda. C'est pas quelqu'un que vous croisez dans la rue, dans le métro ou dans le bus avec qui vous pouvez échanger 5 minutes. C'est très différent de venir avec une position clinique plus ou moins reconnue, plus ou moins bien identifiée. Oui. Mais il y a des. Enfin, je trouve qu'avec le sujet âgé, il y a en plus, par rapport à d'autres populations, un mouvement qui se crée aussi sur l'âge et l'expérience du thérapeute. Et aussi sur le lieu de consultation. Moi, je trouve, par exemple, entre un domicile où une visite va être peut-être euh, euh, plus issue de la demande de la personne, alors que souvent, quand on est appelé en EHPAD, c'est une demande des soignants. La personne n'est jamais à l'origine de la demande. Et le cadre de vie est très distinct aussi. Ça, ça influe énormément sur la relation clinique qui se Mmh. crée. Et réciproquement, moi, je sens à quel point ça me met dans une situation d'emblée assez différente en fonction du lieu. Et donc, je trouve qu'on est, enfin, en tout cas, moi, je me sens assez tiraillée par des facteurs externes qui sont à la fois notre identité, voilà, notamment l'âge. Je trouve que c'est un facteur qui est. Enfin, d'ailleurs, je serais curieuse de connaître votre évolution entre vos premiers exemples sur le début de carrière et puis maintenant à quel point ça transforme aussi la relation thérapeutique, l'évolution en tant que praticien, parce que ça doit. Voilà, mon apparence physique a changé. Oui, j'imagine. Et c'est évident que ça joue un rôle, hein, 30 ans de différence entre ce que je fais aujourd'hui et comment j'ai démarré. Et puis, bah, il y a moi et mes assises internes qui sont beaucoup plus solides qu'à l'époque. Ce qui change sans doute tout aussi de ce que j'entends et de ce que je supporte, de comment je me défends, comment je préviens justement des situations. Mais vous voyez, moi, je me souviens d'une erreur que j'ai commise, une erreur de jeunesse, à vouloir renarcissiser un patient plutôt que de laisser ce qu'il disait. C'est un monsieur que je voyais en consultation parce qu'il craignait d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et dans l'entretien qu'on fait avant le bilan psychologique, il me dit qu'il a l'impression d'être complètement à côté du monde d'aujourd'hui. Donc c'était le monde d'il y a 30 ans. Hein. Qu'il était complètement en décalage. Il regarde la télévision, il n'y a vraiment rien de bien. Les journalistes sont nuls, les invités sont nuls. Enfin, bon, rien de trouvé grâce à ses yeux et lui-même non plus. Et je me souviens que je lui dis, mais donc c'est un monsieur qui avait 74 ans, donc ouais, quand même 50 ans de plus que moi, quoi, honnêtement. Et moi, je lui dis, oui, mais vous, vous et les gens de votre génération, vous avez vécu des choses, vous connaissez des choses que ma génération à moi ne connaît pas. Je me surprends à vouloir le renarcissiser alors qu'il ne demandait pas grand-chose. Il agressait plutôt que, eh ben, il m'a pas raté. Il me dit, ah, mais vous, enfin, sur un ton absolument dédaigneux que je ne vais pas essayer de refaire, je m'en souviens pas bien, mais il me dit, mais vous êtes comme le petit disciple devant son maître, là, à s'extasier devant son savoir, et le dire, oh, maître, maître, vous savez tellement de choses. Il dit, mais moi, j'en ai rien à foutre d'être votre maître. Et là, il dit, mais vous me faites penser à cette nouvelle, ou ce roman, je ne sais plus, Les opinions de Monsieur Jérôme Cognard de Anatole France, où il y a comme ça le disciple, il s'extasie devant son maître, et le maître, il lui répond, mais j'en ai rien à foutre d'être votre bibliothèque et votre mémoire. Moi, ce que je veux, c'est ce que vous avez dans votre braguette. Ah, vous voyez, bah, le jeune psy de 24 ans que j'étais, s'est pris un sacré coup ce jour-là. Parce que, alors, je suis allé vérifier après la fameuse nouvelle, les opinions de Monsieur Jérôme. Vous voyez, ça aussi, je pensais pas vous en parler et j'arrive à le mobiliser. Je m'en souviens, c'était il y a 30 ans, mais les opinions de Monsieur Jérôme Cognard, j'avais jamais entendu parler, Anatole France un peu, mais bon, je suis allé lire ce petit roman, tout à fait intéressant, mais il n'y a pas du tout cette scène-là dans ce petit roman. Vous voyez. Donc, est-ce que lui-même s'est trompé? C'est un monsieur qui intellectualisait beaucoup, qui étalait justement beaucoup son savoir.
Donc, la dynamique d'investissement narcissique était très très forte, vous voyez. Mais moi, j'ai prêté le flanc masochiste à la raclée qu'il m'a mis, et de me dire, ben, ce qu'il veut, c'est ma jeunesse, c'est ce que j'ai dans ma braguette. Mais pas du tout sur une modalité homosexuelle de désir, hein. C'était, il veut être puissant, il veut être phallique, il veut encore être érigé dans tous les sens du terme pour justement lutter contre ce qu'il vit de la vieillesse horriblement attaquant pour lui. Vous voyez, donc même quand on essaie de faire du bien aux patients, bah, parfois on se plante. Peut-être prendre des questions. Pardon, oui, oui. Je voulais juste revenir sur la question de l'âge. Je crois aussi que le patient, il en fait un sujet quand ça lui parle, quand je me souviens justement, j'ai commencé, j'étais toute jeune, d'une patiente qui a oublié mon âge complètement et qui me parlait de la guerre, qui me disait, bah, vous vous souvenez, quand ça machin et tout, et puis tout à coup, elle s'est arrêtée, elle dit, ah non, peut-être vous n'avez pas connu, peut-être. Vous n'avez pas connu, j'avais 23 ans, enfin, et, et en fait, c'est aussi un moyen défensif, comme vous disiez aussi, de replacer dans une jeunesse et de se remettre en puissance ou pas. Et certains oublient complètement qui on est et quel est, voilà, parce que c'est pas le sujet. Et finalement, quand ils ont besoin d'en parler, voilà, ça peut être parce qu'effectivement, parfois, c'est aussi le fait d'être jeune. Moi, je trouve que quand on a commencé, c'était un avantage sur certains aspects. Parce que d'avoir une personne jeune qui s'intéresse à eux, qui justement les place au centre, et c'est plus la jeunesse qui est au centre, mais c'est eux qui est au centre, c'est eux qui comptent. Je trouve que quand j'étais jeune psychologue, pour beaucoup de personnes très âgées que j'accompagnais, bah, c'était un avantage. Alors, j'avais pas l'expérience, donc voilà, mais j'avais cette jeunesse et cet intérêt pour eux alors qu'ils sont si âgés et ça m'a ajouté quelque chose. Et pour certains, l'âge que j'avais n'était pas une question. Donc, je pense que c'est aussi, si c'est une question, c'est peut-être que ça, enfin, et c'est à nous de nous intéresser à pourquoi c'est une question Non. d'être jeune ou pas, En soi, c'est d'être très, stagiaire. très grave Voilà. d'être, comment dire, vieilli par le patient qui croit qu'on était à son époque. Puis ne parlons pas des patients qui ont des constructions délirantes et qui nous y intègrent d'une façon complètement déformante par rapport à la réalité. Ça n'empêche pas du tout de travailler avec eux. Alors, nous avons Calise qui revenait sur la question de la continuité, mais c'était à partir de l'exemple où vous passiez derrière Ah la oui. personne et où elle vous perdait. Mais voilà, qui nous dit la clinique du vieillir inviterait-elle plus à la transgression par rapport au cadre orthodoxe? Ça appellerait plus à la créativité, ou alors plus à la souplesse du cadre par rapport à d'autres cliniques. Moi, je reviens sur la notion de vitesse par rapport à l'exemple qu'on donnait là. Ça oblige à penser très vite le cadre, je trouve. Ou par rapport à nos représentations de notre lien au vieux, qui implique peut-être un lien censuré, censuré du refoulement, par exemple. Bah, je pense qu'en effet, si on discerne un peu cette clinique, parce ce qui nous met au travail, nous, dans cette clinique singulière, on va quand même, enfin, je dis on va quand même, on travaille sur une génération, avec une génération qui, a quelques années près, est la génération de nos parents et de nos grands-parents. Il faut assumer ça. D'un point de vue fantasmatique, c'est quand même sacrément excitant. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à cette génération que normalement, justement, qui nous est interdite par ailleurs. Donc, la façon dont on peut se censurer dans l'écoute. C'est pour ça que la question de la sexualité, c'est une question qu'on ne prend pas toujours suffisamment à bras-le-corps. Au-delà des manifestations sexuelles des patients qui peuvent être problématiques parfois, mais écouter le désir des gens qui ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Donc là, Adam a tout à fait raison de pointer l'idée du refoulement, c'est-à-dire qu'on peut en effet parfois s'interdire des proximités dans l'identification, parfois dans le geste corporel, parce qu'il y a quelque chose d'un interdit qui nous agite, qui surgit en nous, et si on ne l'a pas trop bien travaillé et discerné, eh ben, on ne peut pas entendre, on ne peut pas être auprès de la personne dans ce qu'elle évoque. Ah oui, c'est très juste. Et une autre question, ça commence par merci beaucoup pour votre présentation très juste sur cette clinique singulière.
question observation sur l'impossible conciliation entre cette approche clinique qui suppose le Hmm. temps long et la pratique en EHPAD où les besoins peuvent être majeurs. L'idée, c'est est-ce qu'on privilégie des suivis pas assez investis pour répondre à la majorité ou est-ce qu'on renonce à certains suivis pour permettre une clinique? Alors, ça, c'est une question dont je ne me suis jamais sorti. Désolé. C'est une question à la fois tellement clinique et déontologique. Euh, Et institutionnel. oui, institutionnelle, voilà, on fait ce qu'on peut. Moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais le seul psychologue pour 160 lits à mi-temps. Mon autre mi-temps était au service des consultations. Évidemment, je ne voyais pas tous les patients qui... Et c'est pas seulement les patients qui sont seuls et qui auraient plus besoin de quelqu'un pour leur tenir compagnie, les emmener se promener dans le jardin que d'un psy, hein. Mais là, il fallait mettre au travail notre propre impossibilité justement à faire tout ce qu'il faudrait faire. Bah, on a essayé de se battre pour faire créer des postes. Ça a plus ou moins bien marché. Ça marchait de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'évidemment, ça, les questions financières, puis de choix stratégiques d'une institution de soins. J'ai toujours misé, je pense, sur l'idée que il fallait que je discerne les patients qui étaient le plus en nécessité d'une intervention psy. Voilà, parce que moi, je savais que je pouvais apporter que d'autres n'apporteraient pas, tout en étant très à l'écoute de ce que des collègues avec d'autres compétences pouvaient de leur côté apporter. Et je misais sur le temps long au sens où il y a des patients voilà, qui étaient en psychothérapie avec moi et dont j'ai appris la mort au petit matin en arrivant à l'hôpital, alors que parfois on s'y attendait, d'autres on s'y attendait pas du tout. Mais parfois, oui, c'est pas le seul intérêt de la chose, mais ça m'est arrivé de mettre en place, et ça a duré des années, des groupes de parole qui pouvaient permettre de rencontrer plusieurs patients en même temps, un nombre raisonnable, hein, il ne s'agissait pas de, voilà, d'en voir trop non plus, mais ça permettait de suivre quelques patients en même temps. C'est une modalité vraiment intéressante. Là encore, il faut que ce soit pensé, hein, c'est pas juste pour l'argument, c'est pas bah, il faut en voir plusieurs parce qu'on n'a pas le temps de les voir chacun. Mais ça, c'est un risque, évidemment. C'est un risque, et puis c'est aussi, moi je disais, c'est une question institutionnelle, c'est aussi souvent dans des institutions qui ne se pensent pas elles-mêmes, Absolument. ce qui est quand même très problématique. Ouais. Euh, c'est un autre pan, ça. Alors, l'équilibre, cet équilibre dans la distance entre le trop proche et être dans une séduction, et le trop loin, avec comme réaction contre-transférentielle négative, je me questionnais sur le rapport entre cette réflexion sur cet équilibre, dans un contexte professionnel où l'on est confronté à des conditions de travail avec un grand nombre de résidents pour un psychologue. Comment jongler entre cette juste distance à trouver avec nos patients quand une réalité institutionnelle vient également l'impacter, notamment dans le rythme des rencontres. C'est un jeune collègue. Ah bah, c'est exactement la même question que ce que décrivent les collègues de pédopsychiatrie Ouais. ou de toute structure de soins au jour d'aujourd'hui. C'est la rigueur institutionnelle qui grignote des minutes de travail avec les patients, avec les collègues, le temps de travail en équipe, les temps informels, parfois si précieux pour penser notre clinique. Et bah, bienvenue au club. Là, vraiment, je ne peux que inviter ce jeune collègue à se mobiliser avec les autres collègues dans les collectifs professionnels pour faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. On tient les digues pour pas que ça s'effondre, mais améliorer la situation au jour d'aujourd'hui, c'est bien compliqué. On peut juste, enfin pour l'instant, je dis pas juste, non. On peut faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. On peut espérer qu'un jour ça s'améliore. Après, c'est l'éthique personnelle, hein. Mais l'éthique personnelle, mais affrontée au réel, hein. C'est-à-dire qu'après, on se met la rate au courbouillon d'angoisse parce que on quitte la journée de travail et on n'a pas fait le tiers du quart de ce qu'on aurait voulu faire. Il y avait des patients qu'on nous avait indiqué qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir. Euh,
et on voulait parler avec tel collègue de tel patient qui l'a mise en difficulté et on l'a pas fait parce que bah, les journées sont pas assez longues et puis qu'il faut préserver sa vie personnelle. Et bah, voilà, ça c'est des atermoiements comment dire, dont je ne sais pas comment on peut s'en débarrasser. Oui. Je pense malheureusement que ça fait partie du boulot. Je pense aussi, et l'idée, c'est Et il faut de pas rester trouver, seul. voilà, de trouver Hein. des espaces où on Ouais, ne se sent pas seul avec. ouais, Quoi. Ouais. absolument. Ce séminaire est un très bon endroit pour ça, pour Absolument. faire les coudes. Non, mais il est parti de ça, hein, le séminaire d'ailleurs. Ah oui, Ouais, ouais. au départ, c'était quelques collègues où on avait envie de se retrouver, de parler de notre clinique, parce qu'on pouvait se sentir isolé, effectivement, avec certaines questions. Et puis petit à petit, ça a pris, et maintenant on est nombreux, et c'est cool. Mais même, voilà, ceux qui sont chez eux ou à leur bureau ont vu, hein, donc voilà, on prend les questions. Mais si vous avez l'occasion de venir au CPS Paris, n'hésitez pas. Encore plus chaleureux quand on est tous ensemble. On avait une autre question qui était, que pensez-vous, même chez des personnes présentant des troubles cognitifs, de la réactivation des relations primitives et des conflits dans les transferts latéraux sur l'équipe pluridisciplinaire? Ouais. Et comment on utilise ça dans le cadre d'un accompagnement en institution? Ah, ce que j'en pense, c'est une réalité clinique absolument indéniable. Euh, la difficulté dans laquelle peuvent nous mettre ces patients-là, c'est la très grande discontinuité psychique qui est la leur. Et que, évidemment, il est des patients, mais pas seulement ces patients-là, hein, pour lesquels, justement, les capacités qu'on dit d'insight et de regard sur soi sont quand même pas du tout ce sur quoi le dispositif thérapeutique va reposer, alors que d'autres, au contraire. Moi, là, je crois beaucoup, enfin, je mise surtout sur la capacité d'une équipe à se penser quand elle est elle-même investie dans des justement dynamiques transférentielles, parfois extrêmement clivées, où une partie de l'équipe ou tel individu de l'équipe est investi comme hyper positivement, idéalisé par tel ou tel patient, et puis les autres, au contraire, tout à fait désavoués. Là, c'est la capacité de l'équipe de se penser qui est en jeu. Et ça, bah, c'est complètement en écho de la question d'avant, c'est-à-dire comment est-ce que parfois, en équipe, on décide collectivement de ne pas obéir à certaines injonctions de rentabilité et de temps resserré pour telle et telle chose, et on décide qu'on prend sur notre temps de travail du temps pour échanger entre nous sur comment on travaille ensemble, quelles difficultés on rencontre, comment éventuellement on peut solliciter quelqu'un pour nous aider à penser. Mais je pense que quand on arrive déjà à s'asseoir et à parler de tel et tel patient avec lesquels nous sommes en difficulté, parce qu'on repère hein, comment ce patient mobilise ses propres problématiques en les projetant de façon clivée sur les membres de l'équipe, comment est-ce qu'on peut nous arriver à et nous dégager de ça pour pas mettre l'équipe trop en difficulté et essayer de faire un retour concerté au patient sur ce qui peut se mettre au travail pour lui. On est pile à l'heure. C'est bluffant. C'est bien d'accord. Après, c'est vrai qu'on a commencé presque à l'heure. Voilà. On a commencé avec moins de retard que d'habitude. Et puis surtout, je vais encore une fois remercier Benoît Gardon, parce que j'ai vu qu'il avait posé sa montre, il a tenu un timing absolument Et j'ai un peu parfait. regardé, mais pas trop. C'était génial. Il y avait d'ailleurs des remerciements de personnes dont les questions ont été dites et auxquelles on a pu répondre. J'allais dire dont les questions ont été répondues, mais alors, ça y est, ça c'est la fin de la semaine. Donc oui, merci infiniment. Il y aura un replay, bien sûr, hein, quand on aura fini le montage et, sur la chaîne YouTube du séminaire. Le prochain rendez-vous est... qui se souvient? 13 février. 13 février, on fait ça. La système Sur les thérapies familiales avec le docteur Antman.